OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir une émission spéciale avec Richard Glenn et on va avoir aussi le retour de la chronique de Jean Lavergne, l'OVNI Show. Bonjour Steve Zuniga. Bon matin. Ça va bien? Oui, comme toujours. Fait gros soleil, fait que ça va bien ces journées-là. Oui, ça sort, la chaleur s'en vient. J'ai assez hâte de pouvoir planter mes légumes. Parce que je me suis fait un jardin cette année, j'essaye ça. Ben, jardin. Ça a l'air plutôt d'un espace où tu enterres du monde. Là. Parce que j'ai l'air d'un salon funéraire. Pas ça a l'air d'un cimetière, mon affaire, parce que j'ai 2 rangées. Puis on dirait qu'il y a des corps cachés en dessous. Ben quoi, c'est bon, la poudre d'os, ça remarque, là, mais... Ben, tu mettras des croix dessus. Non, mais c'est parce qu'au bout, j'ai fermé mon jardin avec des grosses pierres. Ça a l'air des pierres tombales. Pas compliqué. Je te dis que ça fait concept, mon affaire. En tout cas, t'es prête pour l'Halloween? Oui, mais sauf que personne vient en arrière sur mon terrain. Mais bref, c'est pas un gros jardin, mais c'est mieux que rien. Je vais avoir mes tomates, puis mes petits cocombes. Puis, faut commencer à être un peu plus autonome. Tu sais, surtout être capable d'avoir ses propres légumes. Oui, justement. Parce que je vois ça, les prix montent, parce que... En tout cas, tout est pas mal sur le break un peu partout. Fait que je me dis... Bon. Effectivement. Puis, comme d'habitude, on continue. On est tellement charitable qu'on envoie notre bouffe ailleurs. Hein? Ben ça, c'est une autre affaire aussi. Je vais avoir mes poules à la fin du mois. OK. J'en ai commandé 3 cette année. Ça veut dire que je vais avoir des douzaines d'œufs pour ma famille au grand complet. Là. Puis on est 8. On s'entend dessus que c'est du monde. Mais ça pond 2 œufs par jour. Oui. Ben là, ça va être 3 œufs. Mais par poule, c'est 1 œuf par jour. Mais là, je vais en avoir 3 par jour. Imagine-toi, à la fin de la semaine. Ah, c'est pas long, tu vas avoir ta douzaine. Je vais avoir une demi-douzaine. Mais oui, je vais avoir ma propre bouffe. Fait que je vais m'organiser. S'il arrive quelque chose, ben regarde. On sait jamais. J'en manquerai pas. Ben, tu sais qu'à une certaine époque, on nous demandait d'être autonome. Oui. Surtout à l'époque de la guerre froide. C'est ça, puis de revenir aux graines, puis tout, là. Il y a même des publications gouvernementales du gouvernement fédéral qui nous donnaient des plans comment construire dans sa propre maison un abri nucléaire. C'est des vieux documents, ça. C'est encore disponible sur Internet. Là, je vais essayer de retrouver ça. Mais, c'est à une certaine époque, on nous demandait d'être autonome. Là. Dans les années 80 encore, on avait vu beaucoup d'articles dans ce temps-là, dans les journaux qui disaient comment faire, comme tu dis. Là. Admettons qu'il y aurait une guerre, puis c'est comme vers la fin de la guerre froide aussi, c'était comme la panique totale. On ne savait pas si les Russes allaient nous envoyer des petits pétards ou... Bon, c'est une manœuvre de pièce de théâtre. Là. Regardez ici pendant qu'il se passe de quoi là-bas. Là. Oui, c'est ça. C'est habituel. Là. C'est comme ce qui se passe présentement. Là. C'est un peu ça. Autre nouvelle qui est un peu plus triste cette fois-ci. Donc, je vais m'adresser à quelqu'un qu'on a déjà reçu à l'émission aussi, qui est Alexandre Aubry, que je salue en passant. Mais Alexandre, je te souhaite mes plus sincères condoléances pour la perte le décès de ta mère, qui est Jacqueline Aubry, qui était une grande astrologue très connue ici au Québec. Et Jacqueline, vraiment, est allée rejoindre son père, le père d'Alexandre, qui est décédé il y a 40 ans. Donc, elle est maintenant dans une zone parallèle et j'espère qu'elle va nous éclairer et éclairer son fils qui va nous... Tu sais, des petites visites de temps en temps dans notre zone parallèle à nous. Exact. Ben, mon côté spirituel lui souhaite un bon voyage. Exactement. C'est ça, exactement. Parmi les étoiles, elle quitte notre voie lactée pour un autre. Un meilleur monde. Oui, un meilleur monde, carrément. Parce que là, il n'y a pas grand-chose à battre. Pas dur à battre, là, le monde d'ici. Pas vraiment. C'est sûr. Autre sujet, donc, mais avant, encore une fois, mes sympathies, mes plus sincères condoléances à toi, Alexandre, ainsi que toute ta famille.
Mais un autre sujet, c'est le Futura Science a déposé un article pour l'exoplanète, encore une fois. Cette semaine, je l'ai partagé d'ailleurs sur Zone Parallèle. Vous allez voir l'article. C'est une Terre, ouais, on peut dire une planète comme la Terre, mais 4 fois plus grosse que la nôtre. C'est fou, là. Puis elle est située à 25 000 années-lumière du côté du centre de la Voie lactée. Quand même loin, parce que la Voie lactée, on la voit grosse comme même pas... Une tête d'épingle. Ouais, selon notre perception ici de la Terre. Mais c'est large, c'est quand même large. Puis en plus, apparemment, je sais pas comment ils font pour déjà se rendre jusqu'à là. Je sais que c'est avec des nouvelles technologies, etc. Ou non, ils se font dire des affaires. C'est toujours la même chose. C'est le côté des radiotélescopes, donc qui reçoivent des fréquences et non pas des images. Sinon, faut pas oublier qu'il y a des sondes Voyager 1, Voyager 2 qui, de temps en temps, continuent à émettre certaines communications, même si elles sont très, très lointaines. La planète, elle est tellement grosse que ça lui prend 617 jours pour tourner sur elle-même. Nous, c'est 365. Nous autres, on tourne sur nous-mêmes en 24 heures. On tourne alentour du Soleil en 365 jours. C'est ça. Eux, c'est 617 jours. C'est le double. Oui. Fait que je ne sais pas comment c'est, la température, comment c'est... Mais elle est identique apparemment à notre planète. Mais ça serait plus le côté gravité. Y a-tu du monde qui habite dessus? Peut-être. Peut-être. Si on en a ici, pourquoi pas? Peut-être que c'est toutes des grands jacks. Peut-être que ça a toutes 20 pieds de haut. C'est peut-être juste des bactéries puis des virus. Peut-être. Ça serait du méchant de gaspiller, avoir une belle grosse planète de même avec juste des virus. La vie est la vie, hein. C'est ce qu'un être est. Ça n'a aucune espèce d'importance, la forme qu'il va avoir. Il y a toujours une planète qui va les abriter. Ouais. Bref. En tout cas, 4 fois plus gros, juste des virus, ça serait poche. Ouais. Méchant gaspille. Comme certains disaient, ça serait un beau gaspillage d'espace. C'est ça. Puis tu vois, la nôtre, on n'en prend même pas soin dans le sens du monde. On a toute l'eau qui est potable, mais qui ne l'est pas pour certains endroits parce que je vais encore là te mettre une parenthèse. On n'en prend pas soin. Est-ce que c'est nous en tant que peuple ou c'est eux en tant qu'entreprise qui se foutent totalement de tu sais, il y a une distinction à faire. On essaie toujours de nous mettre ça sur notre dos comme si c'est nous autres. Quand je dis on, là, je parle de l'humanité en général. Là. Moi, j'en fais une distinction. C'est 2 paniers complètement différents, tant qu'à moi. Oui, c'est vrai. Ils sont très rapides à nous mettre ça sur le dos, quand en réalité, c'est pas nous qui décident de faire quoi que ce soit. C'est les entreprises qui se prennent des droits et des gouvernements qui décident pour quelque chose qui ne leur appartienne pas. Ah, tiens, Gadon, tu me dis ça, là, puis c'est comme, je te dirais, comme l'OMS, par exemple. Genre. Ils décident de tout. Mais je sais pas si l'OMS te demande de sauter en bas du pont s'ils vont le faire parce que tout ce qui se fait présentement, c'est à l'échelle de la planète. C'est tout le même modus operandi. Oui. Si tu remarques, là, c'est... Pourquoi donc, c'est-tu l'OMS qui dirige? Certaines autorités leur ont donné des droits. L'OMS, elle vient de où? L'organisation, les Nations Unies, création de la suite, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir sur ces organismes-là qui prétendent un droit qu'on leur a jamais donné. Oui. En tout cas, je suis pas tout à fait d'accord sur bien des affaires. J'ai posté des affaires. Je vais encore me faire traiter d'alarmiste puis de conspirationniste, puis toute la patente qui vient avec. Mais regarde, c'est parce que quand on fait des recherches sur quelque chose, il y a toujours 2 côtés à la médaille. Oui. T'entends quelque chose sur un média quelconque, mais va voir plus loin de ce que ce média-là a fait. C'est quoi qu'on veut dire par aller plus loin? Aller voir quel est l'organisme que les finance. La source de l'information, mais aussi la source de qui finance ces personnes-là qui font des recherches. Parce que bien des fois, les gens qui font des recherches sont financés par des entreprises ou des fondations qui sont très, très douteuses. Oui. Sais-tu quoi? Oui. Ce matin, pour la première fois, c'est toi qui as participé à l'émission avant la nôtre, Express. Mais j'ai un commentaire qui vient de Sonia Simard qu'il faut que je lise parce que ça a eu lien. Donc, elle a entendu l'émission d'avant.
Elle dit, je voudrais savoir un peu le sujet des hommes-fourmis, s'ils existent. Serait-il des êtres qui perfectionnent des machines pouvant réparer, repolariser les cellules? Ce sera un 2 heures encore trop rapide. Merci à l'équipe et aux invités. C'est vrai, ça veut dire que si elle parle de fourmis, hommes-fourmis? Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, tu sais, nous sommes pas les premiers êtres à habiter la Terre. La Terre, elle existe depuis des milliards d'années. Fait que faut pas se leurrer, là. Oui, on a l'impression qu'on est l'espèce dominante et intelligente. C'est loin d'être le cas. Oui, ben c'est justement. Justement. Mais bref, c'est ça, j'ai trouvé très bon en passant. T'avais la réplique facile et réponse facile avec l'émission de... Tu le sais bien que je suis un moulin à parole. Hein? Je suis pas capable de me retenir à 10 minutes ou 5 minutes. Ça sort toujours à 1 heure ou 2. Oui, puis je voyais l'heure avancer. J'ai dit, on va manquer le début de l'émission. Il en met, puis il rajoute. Ben, je riais parce que ça a été comme... c'était le fun. J'ai trouvé ça le fun. C'est toujours du spontané. Comme je te dis, moi, je fonctionne beaucoup avec la spontanéité, puis j'improvise. Tu sais, il y a des sujets ça fait longtemps qu'on parle, qu'on se passionne, qu'on fait des recherches. Tu sais, moi, j'en suis rendu à faire un plan d'ensemble, tu sais, de qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'on peut pas... Oui, c'est bien de se spécialiser dans un seul domaine, mais ça nous permet en même temps de m'offrir un paquet d'informations supplémentaires à laquelle on considère pas. C'est quand on prend un pied de recul, puis qu'on essaie de voir le plan d'ensemble, tu sais, tous les sujets, que des fois, on arrive à y trouver une cohérence entre chacun des sujets, puis ça apporte des réponses qu'on n'a pas nécessairement vues sur le coup. Là, déjà, on reçoit des paquets de messages et de commentaires sur je vois ça la phase. Oui, c'est ça, Facebook, Zone Parallèle Facebook. Comment on fait, Steve, pour aller nous parler via le texto? Donc, comme à l'habitude, via les textos, les SMS 581-500-1196. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, vous devriez voir le poster avec le visage de M. Richard Glenn. Effectivement. Puis je pense que je ne l'avais pas tagué, par exemple, dans le haut de la page. Tout le monde que tu l'avais fait. M'aller m'arranger avec ça. Oui, OK, pour pas que le monde cherche pour rien. Ce matin, on va aussi vous faire entendre dans quelques instants la chronique de Jean Lavergne, l'OVNI Show. Et c'est le fun de... Je sais pas si tu l'as entendu un peu, la chronique. Bon, c'est un peu... Il n'y a pas tort de ce qu'il dit. C'est toujours mon trip de l'écouter d'avance. Oui, il n'y a pas tort de ce qu'il dit parce que, honnêtement, là, c'est... Mon Dieu, c'est vrai. Parce que là, c'est du Jean Lavergne pure laine. C'est de lui, c'est sa propre façon à lui de voir les choses, de la façon dont il s'exprime. Mais ça vaut vraiment sans être péjoratif, c'est un vieux de la vieille qui a beaucoup de bagages, d'expérience personnelle et aussi de recherche. Fait que pour avoir discuté à plusieurs reprises avec lui de divers sujets un peu de monde parallèle, il y a des choses à dire pas mal. Là. C'est vraiment intéressant de discuter avec lui puis d'apporter des idées. Oui. Là, je vais vous mettre ça drette là, comme on dit ici en Québec. Ici, là, je parle vraiment québécois. Je vais vous mettre l'extrait sonore à l'instant. Ça, c'est bien dit. Et tout de suite après, on va parler avec Richard Glenn. On va avoir une très belle émission. On fait pas une pause avant? Oh, on va avoir une pause, mais Richard Glenn va être là quand même après la pause. Donc, on va avoir une très bonne émission. Ça va être un 2 heures bien accompli. Restez à l'écoute. Oui, on s'en va là et on revient tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler d'OVNI dans l'émission de Carole Lauzé. Cette semaine, on va parler un peu d'un sous-produit d'une enquête ufologique. Ce que je veux en venir avec ça, c'est que souvent, c'est facile, surtout quand on étudie un cas en temps réel, comme qu'est-ce qui nous est arrivé à Shawinigan en 97. C'était une enquête en temps réel. Plus que ça se peut pas. Et puis là, il y a souvent des petits événements qui arrivent qui font en sorte que c'est facile de virer parano. Puis, pas nécessairement dans le mauvais sens du terme, mais c'est pas une maladie, mais
quand tu vis quelque chose de stressant, parce qu'on peut dire que étudier une vague en temps réel, comme on a eu la chance de le faire en 97 à Shawinigan, t'es un peu, comme on pourrait dire, avec de la broue dans le toupette, là, tu sais, il se passe de quoi tout le temps, t'as pas le temps de réagir, t'as pas le temps de réfléchir, surtout. Et puis là, il arrive des petits événements souvent anodins, mais que dans le feu de l'action, si on peut dire, ben là, tu regardes ça d'une autre façon, puis c'est facile de virer parano. Je vais vous donner une couple d'exemples de tout ça qui sont arrivés à mon équipe et moi dans la vague, justement, de 97. C'est pas des grosses affaires, même avec du recul aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis qu'à un moment donné, regarde, on a été bien épais de penser ça, mais sur le coup, c'est quand même assez rushant. Mais les événements que je vais vous conter, ça sort un peu de l'ordinaire quand même si on trouve que c'est des événements anodins, là, t'sais. Puis c'est facile aussi, quand t'es dans cet état d'esprit-là, de commencer à penser conspiration, puis complot, puis, tu sais, je veux dire, là, la parano s'amplifie, puis là, tu remarques plein de petits détails que tu remarques jamais dans ta vie, ah ben, gardons, puis tu sais. Fait que là, c'est comme si tu rentrais dans un autre style de mentalité, là, parce que là, t'es en train d'étudier un cas d'OVNI, puis là, tous les petits détails que tu laisses tomber habituellement dans ta vie, ben là, t'y remarques toutes. Parce que là, regarde, c'est étrange, il se passe de quoi d'étrange, il y a beaucoup d'ovnis dans la région, fait que tous les petits signes, les petits symboles qui t'entourent habituellement commencent à prendre une forme différente, un aspect différent, puis c'est amplifié souvent dans ta tête à cause que t'as pas le temps de penser, là. Il se passe vraiment de quoi, t'es submergé par l'information, puis arrivent ces petits détails-là. Mais on va commencer ça avec qu'est-ce qui nous est arrivé quand on est allé à une conférence sur les ovnis organisée au Québec au début du mois de novembre en 97. Bon, pour faire un peu de contexte, là, on est rendu au mois de novembre. Ça fait déjà une couple de mois qu'on suit la vague d'observation d'OVNI qui se passe en Mauricie. On capote un peu parce qu'il y en a gros. Faut se rappeler aussi que le mois de novembre, c'est à peu près, au début du mois de novembre, c'est à peu près un mois après qu'on a eu la chance de voir le gros triangle à Saint-Paulin. Donc, on est comme pas mal keyed up, comme les Anglais diraient. On est allumé pas mal fort. Fait que là, il arrive de quoi? On entend parler qu'il y a une conférence ufologique qui va avoir lieu à quelque part au Québec. Fait que donc, on s'achète des tickets puis on y va. Là, pour être bien franc avec vous autres, on connaît pas grand monde dans cette salle-là, à part le conférencier, puis c'est pas mal tout, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'était un souper-conférence, fait qu'on est assis tous et trois, on est à trois, on s'assit tous et trois à la même table, puis blablabla, on jase, puis à un moment donné, la conférence commence. C'est beau, regarde, c'est dans le très normal. À un moment donné, il y a un break en plein milieu. Là, il y a un gars que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie, qui s'en vient s'assire avec nous autres, d'un coup sec. Là, il me regarde en pleine face, puis il dit, garde, là, il dit, tu vois les deux gars là-bas, là, eux autres, ils te détestent. Parce que toi, t'es un gris, puis t'es as dominés, puis il s'en va. OK, tu sais, je veux dire, garde, ben beau, là, peut-être que j'étais un gris, là, puis que je les ai dominés, mais je veux dire, il sort d'où, ce gars-là, puis il arrive d'où, puis je comprends pas son trip, là, tu sais, je veux dire, moi, j'étais assis bien tranquille, j'étais en train de finir mon dessert, puis là, ben lui, il retombe, il s'assied à ma table, puis il me dit ça. Puis il a pas dit ça à nous autres, il m'a dit ça à moi. Tu sais, regarde, je sais pas. Tu sais, puis il dit, à un moment donné, il dit, toi, t'es dur à cerner, dans le fond. Il dit, toi, là, t'es comme un général, t'es dur à cerner, tu sais. Tu sais, une conversation sans queue ni tête qui a duré à peu près à 4 minutes où ce que j'ai pas dit un mot parce que j'ai comme resté ébahi de voir arriver cette personne-là pour me dire ça quand que je le connais même pas. Mais tout ça pour dire que, OK, c'est weird, ça. C'est un peu weird, ça. Tu sais, puis la semaine après, je l'ai jamais vu de ma vie, ce gars-là. Je sais pas c'est qui, là. La semaine après, je reçois un coup de téléphone de lui pour me dire que... comment est-ce qu'il m'a dit ça, donc? Hey, tu connais-tu ça, les Men in Black? Parce que si tu fais pas attention, là, vous allez vous faire Men in Blacker, puis raccroche. C'est très, très weird, ça, tu sais. Puis je veux dire, quand t'es dans le feu de l'action comme on l'était, je l'ai comme pas trouvé drôle, son coup de téléphone, tu sais. C'est sûr que c'était archi étrange, la discussion qu'on avait eue au souper. Ben, qu'on avait eu, le monologue qu'il m'a fait au souper. Mais, qui suivent ça avec un appel téléphonique pour me dire que, me demander si je savais c'était quoi les Men in Black, puis de faire attention pour pas se faire, entre guillemets, Men in Blacker. J'ai trouvé ça weird. Il a pris ça où, mon numéro de téléphone, pour commencer? Regarde, en tout cas, c'est étrange. Mais ça accumule la pile de parano que je parlais tantôt. Tu sais, ça commence à être de plus en plus épais, cette pile-là. Mais il est arrivé d'autre chose. Là, toujours dans le même état d'esprit,
J'écoute une émission à Discovery Channel qui parle de la CIA, puis tout ça, puis de l'espionnage. Puis dans cette émission-là, à un moment donné, il parle de l'écoute électronique. C'est bien beau, j'écoute ça, je trouvais ça super intéressant. Mais à un moment donné, le gars de la CIA, il dit, quand on fait de l'écoute électronique chez quelqu'un, il dit, les enregistreurs, puis les caméras, puis tout ça, ça marche pas 24/7, là, tu sais. On les fait partir, puis on les fait arrêter. Fait que là, le gars, il demande comment vous faites ça. Ben, il dit, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, on s'arrange pour que le téléphone de la maison sonne un demi-coup pour que ça parte. Et puis après ça, on s'arrange pour que le téléphone, il sonne encore un demi-coup pour les faire arrêter. J'ai carrément vite bout sur ma chaise, si on peut dire, parce que ça faisait ça chez nous. T'sais, suite au coup de téléphone de l'autre bozo qui me dit qu'on va se faire mener une blaquée, là, j'écoute une émission sur l'écoute électronique de la CIA, puis je remarque que le procédure pour partir puis arrêter leur équipement d'écoute, c'est exactement ce qui se passe chez nous. Regarde, probablement que ça n'a aucun rapport, malgré que ça se peut qu'on ait été peut-être sous écoute un peu parce qu'on a fait beaucoup de bruit, on a jasé gros au téléphone aussi, mais tout ça pour dire que, wow, là, le parano, là, il est rendu à 9,5 sur 10, là, tu sais, là, puis là, ben regarde, on essaye d'en parler le moins possible au téléphone, puis à un moment donné, ça a commencé, ces petits coups de téléphone-là, que t'as pas le temps de répondre parce que c'est rien qu'un demi-coup, un petit peu après le début de la vague, puis ça a fini, dans le fond, pour être franc, avant que la vague soit finie. Fait que soit que c'était carrément d'autres choses, ou ben non, soit qu'à force de nous écouter, ils ont trouvé qu'on était quand même assez imbéciles de dire ce qu'on disait au téléphone parce que ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans la réalité. Regarde, si on veut, on peut comploter puis paranoïer tant qu'on veut, là. Mais ça l'a ajouté comme une espèce de dose assez spéciale de paranoïa aux alentours parce que là, le phénomène de partir puis d'arrêter les systèmes d'écoute électronique, j'avais comme un peu le même phénomène chez nous. Là, ça fait toutes sortes d'affaires, ça, dans le sens que là, on a slacké de parler au téléphone, comme je disais. Quand tu t'en vas chez vous, puis il y a un auto qui te suit 3-4 coins de rue, mais finalement, tu décides de passer tout droit de chez vous pour voir s'il va continuer ou non. Tu gardes la parano à l'extrême. Mais ça, c'est un peu normal, dans le fond, parce qu'on réagit pas tous de la même façon, mais quand on se sent observé, on réagit d'une certaine façon, puis ce sentiment-là nous pousse à s'en aller plus profondément dans notre psychose, en guillemets, là, tu sais. Mais ça s'arrête pas là, il y a d'autres choses encore, mais celle-là, je pense que c'est une des meilleures, là. C'est vraiment à la X-Files 100%. Donc, comme je disais tantôt, on s'est mis à en parler un peu beaucoup, puis là, on s'est mis à en parler un peu à nos connaissances dans le coin, qu'eux autres en ont parlé à leurs connaissances dans le coin, fait que ça a fait comme un petit peu d'éparpillage, là, de ce qui se passe, là, tu sais, là. Puis on s'est mis à recevoir des informations. Regarde, on s'est mis à recevoir des informations, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, il y en a qui nous ont dit carrément des niaiseries, puis il y en a qui nous ont donné des indices intelligents puis intéressantes qu'on a poursuivi certaines enquêtes vers ces indices-là. Puis, pour rester dans le phénomène X-Files de parano, on a reçu une information à un moment donné que dans une réserve faunique pas loin de Shawinigan, il y avait beaucoup de trafic. Regarde. Il y avait beaucoup de trafic de camions d'armée noire. Fait que tout le monde le sait, les hélicoptères noirs, les camions noirs, les jeeps noirs, les limousines noires avec les vitres teintées, ça sent le complot au maximum, puis une armée parallèle, puis tout ce que tu voudras. Fait que garde, veux pas, ça te trotte dans la tête, ça, quand tu commences à être parano, parce que tu viens de vivre une coupe d'affaires. Fait que finalement, avec un des deux enquêteurs, on décide une journée, regarde, on va aller voir c'est quoi ces histoires-là. Fait que là, on se ramasse à l'entrée de ce parc-là. Puis vu qu'on est plus fin novembre, début décembre, le parc, la réserve faunique, s'est fermée. Tu sais, je veux dire, il y a pas personne qui laisse rentrer, les barrières sont fermées, puis toute la kit. Fait que là, on arrive là, à barrière, mais étrangement, il y avait quelqu'un... étrangement, il y avait quelqu'un qui était au poste de garde. Fait que là, on va voir le gars. Regarde, c'est-tu fermé? Ouais, c'est ça. Mais il dit, vous pouvez quand même y aller si vous voulez, là, mais avez-vous un CB? Ben, on n'avait pas de CB, là, tu sais, je veux dire, es-tu dans ton CB, là, ça fait longtemps qu'on ne traite plus là-dessus. Fait que, tu sais, non, on n'a pas de CB. Fait que, il dit correct, mais il dit, c'est à vos risques parce qu'il y a de la coupe à blanc dans le parc, puis les vannes descendent, ils prennent la largeur du chemin.
OK, c'est beau. Fait que là, on sort dehors puis on commence à se regarder. C'est quoi ça de la coupe à blanc dans une réserve faunique? T'sais, c'est bizarre, là, à moins qu'il ait décidé d'ouvrir un chemin ou je sais pas trop quoi. Puis là, on est resté quand même un petit peu de temps parqué sur le bord, si on peut dire ça comme ça. Puis on a vu descendre des trucks, puis évidemment, il était plein de bois, puis il faisait de la coupe à blanc. Fait que y a pas grand-chose à apprendre là, à part que c'est un peu étrange que qu'est-ce qu'on vient de voir là. Fait que c'est quand même une bonne distance de Shawinigan. Ça fait il y a un restaurant pour dire dans ce village-là, juste avant le parc, là. Fait qu'on arrête à ce restaurant-là, il y a style 2-3 clients, 1 ou 2 à une table séparée, puis il y en a 1 ou 2 au comptoir. Fait qu'on s'assit une table à part dans un coin. Moi, j'aime toujours faire ça. Et puis, la waitress vient nous voir, puis là, ben regarde, on prend un café. Bon, c'est beau. Fait que là, nous autres, on jase d'OVNI, de camions noirs, puis de tout ce que tu voudras, mais on parle pas trop fort. Fait qu'à un moment donné, quand elle vient nous mener nos affaires, je lui demande, t'as-tu entendu parler de ça, toi, qu'il y avait gros du trafic de camions d'armée noire puis ces affaires-là dans le coin? Instantanément, toutes les personnes dans le restaurant sont parties à rire en même temps. Toute la gang. Puis, regarde, c'est ordinaire, là, je veux dire, on parle d'OVNI puis ils rient de nous autres. Oui, quand t'es pas dans la mentalité dans laquelle j'expliquais tantôt. Mais tout ça pour dire que ça nous a fait instantanément penser... quand tu es dans un film américain, que tu t'en vas dans un restaurant en plein milieu du désert où ce que tu sais pas si tu vas te faire tuer pour faire voler ton char, c'est ce feeling-là qui nous a envahi immédiatement. Ce qu'on a trouvé bizarre, c'est que même en parlant pas fort à la waitress, parce qu'on n'a pas dit « Hey, as-tu entendu parler qu'il y avait des camions noirs dans... » Non, j'ai quand même été assez discret, là. Que tout le monde l'ait entendu puis que tout le monde est parti à rire en même temps, ça nous a fait penser, regarde, ils sont tous dans la gamme, qu'eux autres là, ils savent tout, puis nous autres, on est des imbéciles. Mais, regarde, c'est ça que je disais tantôt, c'est des événements anodins, mais quand tu les associes à un certain état d'esprit, ça prend une signification totalement différente. Tu sais, finalement, on n'a jamais trouvé de preuve qu'il y avait des camions noirs qui s'en allaient dans ce parc-là. La coupe à blanc, finalement, c'était pour ça, ouvrir un autre chemin. Tu sais, quand tu fais ton enquête après puis que tu regardes ça à tête reposée, tu trouves d'autres affaires, d'autres significations qui sont pas mal plus normales que qu'est-ce que tu peux penser sur le coup. Mais tout ça pour dire que ce que je trouve archi désolant aujourd'hui, puis ça a toujours été de même, aujourd'hui c'est encore pire parce qu'ils ont la porte ouverte pour le dire à tout le monde, il y a beaucoup d'ufologues qui sont dans cette mentalité-là sans qu'il se passe rien. Tu sais, je veux dire, aussitôt qu'il y a une information qui sort, gouvernement mondial. Aussitôt qu'il y a une autre information qui sort, garde, on n'était pas parano, il vient de la dire, mais c'est qui l'a dit? Tu sais, ça rejoint un peu ce que je voulais dire la dernière fois que j'ai parlé des faussetés, c'est que l'état d'esprit dans lequel on est va généralement toujours guider la réponse qu'on va donner à certaines informations. Tu sais, un enquêteur ufologique qui va se présenter sur pour faire une enquête avec un témoin, s'il est convaincu que c'était pas vrai au départ, son rapport va être faussé, puis s'il est convaincu que c'était vrai au départ, son rapport va être faussé. L'état d'esprit dans lequel tu vas te présenter chez un témoin pour faire une enquête est archi important parce que c'est ça qui va générer la qualité de ton rapport. Sans nécessairement pas croire à rien, là, ben, tu peux être sceptique quand même, puis avant de voir les preuves puis de faire l'enquête comme faut. C'est un gros manque aujourd'hui parce que la majorité des cas d'OVNI qui sont rapportés sont généralement pas enquêtés, tu sais. En tout cas, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Mes petites anecdotes, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, quand je pense à ça aujourd'hui, je trouve ça un peu risible. Mais, comme je disais tantôt, dans l'esprit qu'on était à l'époque, ça fait ses forts. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai reçu quand même une couple de questions cette semaine sur l'ufologie. Comme je vous le dis, vous pouvez toujours me rejoindre par l'émission de Carole ou au www.jjfilm.ca. Donc, merci tout le monde et à la prochaine chronique. Toujours intéressantes, ces chroniques, hein? Pas mal. C'est vrai ce qu'il dit, la paranoïa, on devient paranoïaque quand il arrive quelque chose. Tu te demandes après ça, coudonc, ils me suivent-tu? Est-ce moi qu'ils veulent? Puis là, tu deviens comme, hey, non, wow, il rit-tu de moi? Hey, entends-tu ce que je dis? Puis tout ce qui arrive, il y a quelqu'un à la porte, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, il me semble qu'il ralentit devant chez nous. Ben, en écoutant sa chronique, là, ça me faisait penser justement aux personnes qui ont vraiment vu quelque chose et les personnes qui croient avoir vu quelque chose, ils vont rentrer dans ce type de traumatisme-là aussi.
qui vont paranoïer sur le fait ils ont vu un extraterrestre, ils ont vu un vaisseau, puis en réalité, c'est peut-être ils n'ont rien vu, là. Ouais. Ils vont quand même embarquer dans ce process-là d'avoir vu quelque chose. C'est pour ça sur cet aspect-là, ce qui m'intéresse toujours, c'est le côté spirituel, ce que ça a changé dans la vie des personnes. Pour ceux qui ont déjà vécu quelque chose de vrai, les changements sont souvent du côté spirituel qui vont se produire. Oui, mais il y a aussi, comme je parlais avec mon ami Ray, là, qu'on a reçu la semaine dernière, l'autre semaine, où ce qu'il disait que... Oui, à peu près, plutôt. Dernièrement, on va dire. Il disait que c'est drôle, là, je remarque plus parce que maintenant, j'ai vu. Oui. Donc, je suis portée à regarder un peu plus, puis je vois des affaires étranges que j'avais jamais remarquées avant. Ça, c'est pas de la paranoïa, là. C'est vraiment, tu viens de t'ouvrir, là. Tu viens de voir qu'il y a quelque chose. C'est le niveau d'attention qui augmente dans la personne elle-même. Donc, c'est cet aspect-là qui fait qu'on va être plus à l'écoute de ce qui se passe alentour, même à l'écoute de soi-même. Oui, bien, c'est ça. Mais c'est parce que, dans un sens, on devient plus... Une fois qu'on a embarqué dans le pattern que ça existe et qu'on le voit, et qu'on comprend que ça existe, bien là, il me semble qu'on en voit plein. Ou on en voit plus, on porte plus attention à, mais c'est pas de la paranoïa, parce que là, c'est différent. La paranoïa, c'est quand tu vas te demander, ça y est, je suis suivi, ou qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui passe, comme je te dis, dans la rue, puis qui ralentit. Ça y est, c'est des Men in Black, là, ils envoient partout. On se pose plus de questions dans ce temps-là. Oui, c'est ça. C'est, mais en tout cas, toujours intéressant quand même. C'est une bonne chose de se poser des questions. C'est de même qu'on avance, c'est de même qu'on évolue. Ouais. C'est comme ça qu'on va se donner, qu'on va expérimenter la vie. Oui, puis la curiosité, c'est signe d'intelligence. J'arrête pas de le dire, mais c'est ça pareil. Garde là-dessus. On va aller faire une petite pause publicitaire. Ensuite, on parle avec Richard Glenn, le tant attendu Richard, parce que tout le monde a hâte d'entendre ce qu'il a à dire sur le sujet. Ça fait depuis les années 70, si je ne me trompe pas, 78, qu'il me dit. Il me corrigera tantôt, mais qu'on revienne avec. Là. Mais ça fait longtemps qu'il en parle. Puis, comme n'importe qui, tout le monde, quand on dit des choses qui résonnent pas dans la normalité, ben, on se fait tout rire de nous autres, là, mais... On est marginalisés. Oui, c'est ça. On est des divergents, comme dirait Jean Cazot. Alors, sur ça, on va à la pause, puis on revient tout de suite avec Richard Glenn. De retour en studio avec Steve Zuniga à la co-animation. Répète-nous le numéro de téléphone à contacter pour ceux qui ont des textos ou, bref. Des messages, des questions. C'est cela. Donc, via SMS, c'est le numéro 581-500-1196. Et du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. On a présentement le tant attendu Richard Glenn au téléphone. Bonjour, Richard. Bonjour, Carole. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Excellent. Nous aussi, ça va très bien. Ici, il fait beau, il fait chaud, le soleil s'en vient, la chaleur arrive enfin. Oui, c'est temps. C'est ça, il était temps. Oui. Tu vas-tu encore faire des petits feux l'été, toi? Dans ta cour? Oui, on en a parlé. J'ai eu des gens même qui sont venus à la maison à Saint-Hilaire pour voir est-ce qu'on va faire encore des rencontres. Oui, on va les faire, mais on va s'arranger pour être un petit peu distancé, éviter la proximité pour le moment. On verra l'évolution parce qu'on sait qu'avec le soleil, le coronavirus éclate. Exact. Alors, plus on prend de soleil, plus on a du linge qu'on met au soleil. Quand on prend des petits masques, comme ils nous disent de porter le masque, c'est le laver avec de l'eau très savonneuse, c'est bien, mais ça le rend un peu moins efficace peut-être parce qu'il ramollit puis tout ça avec le temps. Mais si on l'étend au soleil, les rayons du soleil, c'est l'ultraviolet. C'est pas nécessairement seulement la chaleur du soleil, mais l'aspect ultraviolet qui agit sur le coronavirus. Je pense que je vais m'installer des tubes de salon de bronzage à la maison chez nous. Oui, peut-être bien. Hein? Ben, ouais. C'est quand même recommandé. Là, c'est le temps de revenir au corde à linge dehors. Là, ah, ben, OK. J'avais assez hâte de pouvoir le faire. Ça sent tellement bon, en plus. C'est frais. OK, le linge vient raide, là, mais c'est quand même... Ça va faire sursauter les communautés d'urbanistes. Quand il vente un peu, il bouge, puis ça te brasse un peu comme dans une sécheuse. Là. Mais surtout, c'est les rayons du soleil qui vont frapper dessus, qui vont désinfecter pas mal.
Oui, c'est ça. C'est quoi t'as dit, Steve? Parce que t'as parlé en même temps que Richard. Ouais, c'est ça, j'ai dit ça va faire sursauter les commissions d'urbanisme, avoir du linge étendu un petit peu partout dans les ruelles. Ouais, j'imagine. Il y en a qui ont des problèmes avec les apparences. Je sais que... Oui. Il y en a qui préfèrent le tramway. Comment? Il y en a qui préfèrent le tramway. Puis un tramway, ça va être plein de fils dans les airs, hein, monsieur? Eh oui. Oui, c'est un retour en Back to the Future, là. C'est tellement laid. T'essayes de prendre des belles photos du coucher de soleil, t'as le fil électrique. Juste ça, là, c'est bien étonnant. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'espère que la bombe n'aura pas à mettre des fils partout parce que ça dévisage complètement un paysage. Puis en plus, c'est dépassé. On n'est plus là. Très loin. On est dans l'électricité transmise sans fil, puis on est aussi dans les batteries qui sont rechargeables. Simplement que l'autobus, le temps qu'il attend pour prendre des passagers, il arrête juste au-dessus d'une plaque magnétique qui recharge la batterie le temps qu'il est là pendant 3 minutes, puis il repart, puis sa batterie a repris du courant. Oui. Oui, c'est ça. Et pour venir au vif du sujet, est-ce que je me suis trompée en disant que tu parlais des intraterrestres depuis 1978? Même un peu avant ça, mais en 1976, quand mes émissions ont commencé sur le câble communautaire, j'étais l'invité de Pierre Paris, qui avait une émission qui s'appelait UFO Rive-Sud sur la télévision communautaire. Alors, d'abord, j'avais communiqué à son studio, un peu comme on peut faire avec toi, pour parler et poser des questions, soit à Pierre Paris lui-même ou à des invités qui avaient... avec le temps, il a fini par me demander de venir en studio parce que j'avais dit d'en savoir assez long. Et puis, je posais toujours des questions d'école. J'ai été là au mois d'octobre, novembre. Et en décembre, il m'a dit, moi, je ne recommencerai pas en janvier. Alors, puis, si tu es intéressé à prendre ma place, à avoir ton émission, j'en ai parlé au patron de Vidéotron, M. Chagnon, en 1976. Ben, j'ai dit, moi, ça me tente. Oui. Puis, quand est-ce que tu finis? Il dit, moi, je finirais là, autour du 15 décembre. Bon, ben, le 15 décembre, j'étais là comme un seul homme. Et j'ai pris la relève en lui serrant la main, en disant, maintenant, Pierre, merci beaucoup. Ça sera avec Richard Glenn qu'on va continuer. Puis là, ben, ça a duré depuis ce temps-là. Ça n'a pas arrêté. Comment ça a été perçu en général, ce que tu faisais comme déclaration là-dessus? Oui, ben je me suis aperçu un peu comme vient de nous dire notre ami de Shawinigan. Il faut éviter de trop s'afficher soi-même. D'ailleurs, quand je vais parler des intraterrestres dans ton émission, j'ai pas l'intention de faire savoir ce que moi, personnellement, j'ai vécu en disant « ça, c'est ce que moi, j'ai vécu ». Non, je vais vous raconter des choses. OK. Et c'est à vous de prendre et d'en laisser. De toute façon, j'ai toujours dit ça depuis le début de mes émissions. Et qu'il y a des choses qui me sont arrivées personnellement que j'ai pu expérimenter. Puis il y a d'autres choses qui m'ont été rapportées par des gens très, très, très crédibles. Et d'autres qui ont été confirmées par des ufologues ou des enquêteurs à travers le monde ou dans l'histoire de l'humanité aussi. Mais pour commencer, comment tout ça a commencé dans ta tête à savoir que les intraterrestres, ça existe? Oui. Là, tu veux me piéger pour dire ce que moi, j'ai vécu. Oui, fais pas le parano, là. Non, non, non. Je ne veux pas dire ce que j'ai vécu. Tu sais, non, je veux pas ça. Si j'avais vécu ou si... Mais il y a des gens qui disent que ça impersonnalise. Parce que je veux d'abord que ce soit pas un commentaire qui tourne autour de mon vécu puis de Richard Glenn puis de son nombril. Là, on parle d'intraterrestres. Non, mais les intraterrestres, c'est des êtres qui se manifestent très, très souvent et ils sont capables d'arriver sur un silo avec des fusées intercontinentales à ogive nucléaire presque au moment où la décision est prise. Ils n'arrivent pas de Sirius A ou Sirius B, du confin de l'espace, même s'ils sont à des moyens de téléportation ou de déplacement extrêmement rapides, mais ils sont tellement proches que pour eux autres, partir de Mont-Saint-Hilaire, aller à Sao Paulo, au Brésil, c'est l'affaire d'à peu près 15 minutes. Mais le plus long, c'est de prendre l'altitude et après ça, d'observer qu'il n'y a pas d'avion. Et à la vitesse qu'ils vont, ben, il n'y a pas d'avion dans le chemin. Parce que si le corridor est libre, il est libre. Les avions vont tellement lentement, même s'ils vont à 600-700 000 à l'heure, l'OVNI va tellement plus vite
et il fait le vide en avant de lui. Ça, Alors, il n'y a donc pas de Big Bang parce qu'ils vont au-delà de la vitesse du son d'abord, parce qu'il n'y a pas d'air. Le son se répand dans l'air. S'ils font le vide en avant, il n'y a pas de son dans l'espace, là, entre les étoiles, entre les planètes. Il n'y a pas de son. Quand on voit Star Wars, ça nous met dans l'erreur d'entendre des fusées, les X-Wings, là, puis les TIE Fighters là, de Darth Vader, avec les... T'entends rien dans l'espace. C'est le silence total. Quand tu es à bord de l'appareil, oui, il y a de l'air, et là, tu entends le bruit des moteurs ou des bruits normaux qu'on entend parce que le son se répand dans l'air. Mais comment ça se fait d'abord qu'on entend le son des planètes? Oui, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est le plan vibratoire. Tout ce qui est, d'abord, dans la formule de Hermès Trismégiste, c'est la table d'émeraude. Mm-hmm. Ça commence en disant « tout est vibration ». Oui, ça, c'est vrai. Alors, en partant de là, c'est sûr que nous, ce qu'on appelle un son, c'est une vibration dans l'air qu'on appellera un son. Les planètes font pas de bruit, mais elles font un son. Un son qui n'est pas dans l'air, mais qui est une vibration qui est captée par des radiotélescopes. Comme quand tu parles présentement, qu'on t'entend, c'est une vibration, c'est la vibration. La membrane du téléphone vibre et puis fait vibrer l'air, et puis là, tu l'entends dans l'air parce que c'est la membrane qui fait vibrer l'air qui te fait entendre. Il n'y a pas d'onde. Ton cerveau n'est pas capable, à moins de la télépathie, là, mais il ne capte pas les ondes, il capte les vibrations de l'air qui fait vibrer ton tympan. Quoique la télépathie est aussi une forme de vibration, sauf qu'il n'y a pas de son qui vient avec, c'est tout. Bon, c'est une chose étrange. Quand on fait de la télépathie, des fois, des gens vont dire, écoute, la télépathie peut se faire entre êtres humains, mais elle peut se faire aussi avec des animaux. Tout ce qui peut être en télépathie, tout ce qui vit, vibre, hein, vois-tu, le mot est une extension du mot vie, vibre et vibration. À ce moment-là, oui, tu peux capter si tu as dans ton corps subtil, parce qu'on a 7 corps, 7 niveaux de plans énergétiques. Et dans un des plans énergétiques, on peut développer justement non seulement la télépathie, mais pas la télékinésie, mais par le magnétisme, là, on appelle ça la psychométrie. On touche un objet, une bague, une photographie, on touche un objet très, très personnel à quelqu'un qui est décédé, puis on est capable de rapidement voir sa vie. Oh, mon Dieu, elle a vécu tel drame, elle a vécu telle expérience merveilleuse, etc. Et c'est de là que viennent les gris-gris, les porte-bonheur, et puis les pentacles. Le pentacle, qui est un dessin, souvent, là, un graphique. On sait que Jésus n'a jamais rien écrit de son vivant. Non. Sauf qu'une fois, lorsqu'il a rencontré la dame qui était au puits, un puits, elle prenait de l'eau, et puis elle l'a reconnue. Il s'est mis à genoux devant elle, puis avec un bâton, il a fait un dessin, ou avec son doigt, il a fait un dessin dans le sable. C'est le seul signe qu'on aurait voulu conserver de Jésus, parce qu'il avait vraiment fait un signe dans la matière. Et elle a compris. Alors, c'est parce que, oui, dans les pentacles, il y a des messages et il y a des vibrations qui peuvent être positives. Tu sais, l'étoile à 5 branches? C'est le symbole de l'homme. Quand il est placé, la pointe en haut, parce qu'il y a 5 pointes. Hein? Alors, 2 pour faire les bras, 2 pour faire les jambes. Le Merkaba. Et puis l'étoile en haut, la 5e, c'est la tête. Et si tu le mets à l'envers, hein, Steve, tu le sais comme moi, c'est le symbole du diable. Oui, moi, je le connais par la chute de l'homme. Et ça devient le bouc. Oui. Tu as les 2 pointes d'en haut qui deviennent les 2 cornes, les 2 pointes vers le bas qui deviennent les babiches, là, de chaque côté de son poil, puis en dessous, la petite barbichette pointue qui tombe vers le bas. C'est l'étoile à 5 branches, pareil, mais placée à l'envers. Le nom Baphomet n'est pas trop loin de ça. Mais exactement. Puis tu as raison. Tu as raison. Et le Baphomet, qui correspond à une autre expression qu'on appelle Behemoth, Behemoth qui est devenu Baphomet, c'est le nom d'un des démons. Un des démons, puis les démons, ce sont ceux qui sont envoyés dans les enfers. Puis enfer, ça veut dire inférieur. Enfer, inferno, enfer, enfermé. Ils n'ont pas le COVID, eux autres, là, mais ils sont enfermés, mais aussi inferno, qui veut dire aussi inférieur, puis qui veut dire aussi chaleur, là, comme un four.
C'est un peu la raison pourquoi ceux qui ont peint Jésus, ils le peignent toujours avec 2 couleurs, le rouge et le bleu, pour le chaud et le froid, l'équilibre entre les deux. Oui, le yin et le yang. Ouais. Mais en même temps, tu as dit quelque chose tantôt, Steve, quand j'ai dit Merkaba, tu as raison, c'est une étoile à 6 branches. Ouais, l'autre, c'est 2 triangles, une au-dessus de l'autre, qui fait comme le bras, les... La représentation en 2 dimensions, elle a 6 branches, mais en réalité, c'est une forme en 3 dimensions. Donc, comme nous, en tant qu'être humain, on peut juste dessiner en 2 dimensions, on entrevoit mal la forme complète de cette forme-là, 3D. Mais là, j'ai une question qui n'a pas rapport avec les intraterrestres, mais par contre, je me la pose depuis un certain temps, puis tant qu'à faire, je t'ose bien de la poser là. Oui. Jésus, parce que tu as parlé de Jésus. D'après toi, c'était-tu le Mesmer de l'an 0? Oh, mon Dieu. Justement, il avait prévenu les gens, il disait, quand le temps sera venu, vous ferez des choses aussi surprenantes que je fais, et plus encore. Parce qu'il savait qu'un jour, on développerait, ou en plus de technologie qui nous permettrait de faire bouger des choses sans les toucher. On ferait faire des lévitations, on pourrait faire apparaître et disparaître des choses. Mais c'est pas des pouvoirs de l'esprit. Il faut pas oublier que le diable est le singe de Dieu. Il copie, il fait ce que l'autre a fait en premier. Mais il veut toujours se donner l'impression qu'il est aussi puissant que le Créateur en transformant. D'abord, il crée pas, il fait de la transformation des choses et il essaie de projeter à faire ce que l'esprit peut faire. Mais comme il n'y a pas l'esprit, c'était un ange déchu, là, le démon, là, le diable, Lucifer. C'est l'ange qui a été déchu, chassé dans les entrailles de la terre. Bon. Alors, il tombe dans la matière et il n'a plus les prérogatives de l'être spirituel. Il sait très bien que dans l'être spirituel, il n'a pas besoin de fabriquer un téléphone cellulaire pour communiquer à distance. Ouais. Comme on fait avec un téléphone cellulaire, c'est la télépathie. Mais les dons de l'esprit, puis ça sans parler des 7 dons du Saint-Esprit, qu'on pourrait appeler le Paraclet, puis on arrive à la semaine prochaine à la Pentecôte. 40 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. C'est la descente de l'Esprit Saint sur la tête des 12 apôtres, réunis dans le Cénacle. Eux autres étaient confinés dans le Cénacle depuis la mort de Jésus. Ils se gardaient cachés. Ils avaient tellement peur d'être reconnus sur la place publique que hey, tu étais avec lui, puis tu te tenais avec lui, puis là, d'être accusé, puis d'être envoyé au gibet, eux autres aussi, qu'ils restaient enfermés, puis ils faisaient faire la commission par des petits garçons ou des enfants qui partaient chercher du poisson au marché, puis qui revenaient, puis ils mangeaient, puis ils restaient là. Mais Marie, un jour, est arrivée là, puis elle leur a dit, vous n'êtes pas pour continuer votre vie à rester enfermé de même? Ben, ils ont dit, il nous a quittés, puis on veut pas prendre de chance, il faut laisser passer le temps. Tu sais, 40 jours, c'est pas long, là. Dans ce temps-là, là, le temps passait pas mal plus lentement qu'aujourd'hui. Et ça faisait que il attendait. Puis là, à un moment donné, Marie a dit, écoutez, on va faire comme dans le temps que mon fils était avec vous. Vous allez vous placer autour de moi, au lieu que ce soit mon fils. Il y en avait 12. Parce que les 12 apôtres correspondaient chacun à un signe astrologique différent. Mm-hmm. Et ils étaient placés dans un ordre bien précis que tout le monde connaît, là. La position des 12 signes qui correspondent aux 12 mois. Je pense une petite pensée, justement, tu nous as appris une grosse nouvelle tantôt. Oui. Pour une astrologue du Québec. Oui. Oui. Alors, moi aussi, j'y rends hommage parce que ça a été une grande dame de l'astrologie. Pour moi, elle était parmi les grandes. Oui, puis elle était sensitive aussi à travers tout ça. Oui, il faut toujours être... Quand tu rentres dans l'ésotérisme, j'ai un invité ce soir à mon émission, si je peux en dire 2 mots. Mm-hmm. Bon, il s'appelle Michel Deseille. Il est déjà très connu en France. Oui. Il a à peu près 75 vidéos sur YouTube. Il a traité de tous les sujets imaginables et inimaginables en ésotérisme. Et son ami Philippe, pas son ami parce qu'ils sont pas homosexuels, mais disons son technicien, mais qui l'a pris par pitié parce qu'il s'est dit, ce monsieur-là qui est quand même âgé, il a des connaissances hallucinantes, puis ça va tomber dans l'oubli. Alors, il a dit, depuis à peu près 1 an, vous allez filmer vos conférences. Je vais m'occuper de ça, puis je vais mettre ça sur YouTube. Fait qu'il a continué à faire des conférences devant des petits groupes sur des thèmes. Puis là, tout ça est là. Mais
je l'ai ce soir comme invité. Le faire connaître à mon public, c'est une bonne chose. Et aussi, échanger entre ésotéristes, comme on dit, de quoi ça se parle des ésotéristes quand ils se rencontrent? Ben, ça se parle d'actualité, mais pas comme tout le monde. Ça, c'est le monsieur que tu me parlais qui a tout près d'un petit peu plus de 70 ans ou tout près de ça? Oui, là? exactement. OK. Ouais. Ça va être intéressant. Je parler qui est vieux. Moi, j'en ai 74. Puis lui, il en a 70. Okay. Moi aussi, j'aime ça parler avec les vieux. Ah oui, c'est ça. Ben oui, on est confinés. Je blague. Il y en a qui sont confis, puis il y en a qui sont confus. Puis il y en a qui sont contogo. Ben là, oui, mais ceux-là, ils sont pas dans la catégorie des vieux. Ouais. Bon. Alors, j'allais dire que ce monsieur-là, qui a beaucoup, beaucoup de connaissances, il me dit, à un moment donné, on a parlé de tout ce que tu peux imaginer, mais moi, je le coupais souvent la parole en disant, c'est mon habitude de couper la parole à un invité, parce que, tu sais, des gens qui veulent faire une conférence dans l'émission, non, tu sais, on n'est pas là pour faire une conférence. Ah oui, on peut en faire des conférences, mais on n'appelle plus ça un entretien ou on appelle ça une conférence. On en fait, à tous les ans, j'en organise plus une conversation avec des conférenciers qui parlent. Mais un entretien, c'est le moment où il parle d'un sujet, puis là, ben, on l'amène sur une autre piste, puis après ça, on l'amène sur une autre piste, puis on a traité de tout. Et il est à la hauteur de répondre dans tous les domaines, il connaît ça. Ça a été très amusant, très intéressant, puis même à la fin, il dit, c'est la première fois que je fais ça comme ça, répondre à des questions de quelqu'un, puis il dit, vous m'avez pas lâché, puis non, mais j'ai dit, j'ai une question encore à vous poser. Avez-vous vécu une expérience transcendantale? Avez-vous vécu, je sais pas moi, un contact psychique? Avez-vous eu une expérience avec le paranormal, avec les fantômes ou avec des extraterrestres? Il dit non. Mon Dieu, mais j'ai dit, ça vous donne quoi? Toutes ces connaissances-là, vous avez lu ça, parce qu'il me parle à un moment donné de Zacharias Sitchin, la 12e planète. Je laisse aller un bout de temps, puis à un moment donné, j'arrête. J'ai dit, non, attendez, on en a déjà parlé ici à l'émission à fond, parce que j'ai reçu Zacharias Sitchin plusieurs fois dans mes émissions. Il est même venu à la maison chez moi. Oh, ben, il dit, pourquoi d'abord vous me posez la question sur les 12e planètes? Ben, j'ai dit, non, c'est pas pour vous poser d'en parler. Je veux avoir votre opinion sur ces sujets-là. Alors, c'est une émission où il nous donne son opinion sur plein de sujets. Je t'arrête, Richard. J'aurais une question d'un auditeur, vu qu'on parlait d'anges et de démons, pour pas faire de jeu de mots avec un livre. Ah ben oui, ça ressemble à ça, hein? J'ai une question qui vient de M. Jacques qui demande, Donald Trump est-il allié des anges ou démons? Demandez-lui. Toi, ton idée à toi? Ah, j'en ai pas. T'en as pas? C'est difficile aussi, hein, de se mettre parce qu'il y en a plein. Actuellement, tout ce qui se passe dans le domaine ésotérique, occulte, est très, 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 très surveillé. Particulièrement sur YouTube, là, les émissions de chez Glenn et de d'autres qu'on connaît, là, ils sont examinés. Parce que on le sait maintenant, on arrive dans une période où tout va être contrôlé. Oui. Et puis, tout va être manipulé, c'est déjà connu. Les fake news viennent pas rien que des hurluberlus, là. Non. Ben, il y a une raison pourquoi que ces fake news aussi sortent, là. C'est pour maintenir la confusion sur ce qui se passe vraiment, là. Rocco Galati, qui est un avocat de renom international, s'occupe maintenant d'empêcher justement qu'il y ait une coupure des libertés d'expression, qu'il y ait de manipulation sur Internet. Évidemment que ça sera toujours interdit de faire de la libelle diffamatoire contre quelqu'un, inciter la population ou des gens à la révolte ou d'entraîner des gens à fabriquer des bombes ou des choses. Ça sera normal que ça soit toujours interdit. Sauf que si tu as une opinion sur un sujet, tu as le droit de le dire. Oui. Tu n'attaques personne, tu n'incites pas à la violence, puis tu donnes pas des trucs aux gens comment pas payer d'impôts, mettons, ben non, pas ou faire des bombes, etc., etc. Mais si tu dis, toi, que les racines de pissenlit, c'est très bon contre ton cancer, ça a éliminé ton cancer de la prostate, parce que tu t'es fait des tisanes de racines de pissenlit depuis des mois ou des années. Tu fais ça régulièrement quand il y a des pissenlits, là. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, ils ont fait disparaître les pissenlits. C'est comme l'Artémis. L'Artémis qui est très bonne contre beaucoup de coronavirus. On ne dit pas le COVID-19, là, mais peut-être des autres coronavirus. Et l'Artémis, c'est tout simplement ce qu'on appelle de l'herbe à poux. Oui. Mais tu savais qu'on essaye de détruire l'herbe à poux depuis des années?
On essaye de faire disparaître les pissenlits de nos pelouses depuis des années. Exact. Il y a du contrôle et de la manipulation. Et le monde ne se pose pas de questions parce qu'ils ne sont pas instruits. Alors, c'est pour ça que mon vieux monsieur de ce soir, j'ose dire le vieux alors qu'il est plus vieux, il est plus jeune que moi, mais en tout cas. Vieillesse en termes d'expérience. Tiens, tu viens de mettre le doigt dessus, Steve. Exactement. J'ai dit, si vous n'avez pas d'expérience, ça vous sert à quoi d'avoir acquis toutes ces connaissances sans l'expérience? Il dit, ça m'a donné l'espoir. Ça me fait penser à une expression de ma mère qui me disait toujours le diable en sait beaucoup, pas parce que c'est le diable, simplement parce qu'il est vieux. Pas pareil. Et là, il m'a répondu que c'est parce que ça lui donne de l'espoir. Ah, j'ai dit, expliquez-moi. Il dit, il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Puis il dit, si on n'avait aucune raison d'avoir de l'espoir que les choses aillent mieux sur la terre, c'est aussi bien de se flinguer puis de finir là. Ou non, de profiter de la vie au maximum s'il n'y a rien après. Mettons que tu meurs puis il n'y a rien. Tu t'évanouis puis ça s'en va en fumée. Il n'y a plus rien. Là. Alors que l'espoir, par les connaissances ésotériques, on apprend qu'il y a des gens qui disent qu'ils communiquent avec des morts, d'autres qui disent qu'ils ont vu le ciel, ils ont eu des expériences, d'autres qui disent qu'il y a de la réincarnation puis ils se souviennent de leur vie antérieure. Il dit, moi, j'ai pas besoin d'avoir vécu tout ça. Mais il dit, j'écoute ce qui se dit, j'ai lu ce qui se fait, puis j'étudie la crédibilité des témoignages qui sont très, très intéressants. Et j'ai pas besoin de rencontrer des extraterrestres pour me dire que c'est logique qu'il y en ait, mais j'ai l'espoir que ça soit une réalité, puis qu'à un moment donné, on s'aperçoive qu'on va peut-être être aidé au moment où tout semblera perdu. Il y aura d'intervention qui viendra nous sauver. Déjà, ils interviennent très, très fréquemment. Ils sont intervenus depuis les 40 dernières années. Comme je disais tantôt, arrêter les fusées à ogive nucléaire intercontinentale, toute la base tombe dans le shutdown, le panne de courant, il n'y a plus rien qui marche. Parce que, puis là, de l'extérieur, ils voient, il y a un ovni. Et il y a des vidéos qui ont été faites. Quand c'est sur des bases militaires, ne cherchez pas les vidéos sur Internet, vous ne les trouverez pas. Non. Ouais. C'est pas sur YouTube qu'on va retrouver les meilleures vidéos. Habituellement, on les reçoit soit en privé, soit c'est par contact qu'on va les avoir. Oui. Mais très, très rare, on va voir quelque chose de vraiment invraisemblable du côté YouTube. Oui. Tu sais, tantôt, quand je vous ai posé la question si, selon vous, Jésus, c'était le Mesmer des années 0, c'est parce que, je vais vous le dire pourquoi je voulais poser la question. Si on regarde les francs-maçons ou toutes les sectes qui connaissent les trucs pour manipuler les gens, il y a des trucs que je trouve qui ressemblent énormément à les pouvoirs de l'homme qu'on peut avoir avec notre cerveau, qu'on peut se dire, on peut guérir, on peut aider à guérir les autres, on peut... tu sais, ça date dans le temps de Jésus, il en parlait de ça. Oui, il n'y avait pas la technologie dans le temps de Jésus qu'on a aujourd'hui. Non, effectivement, mais par contre, quand tu regardes les sectes ou la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans les plus hauts niveaux, oui, ils sont capables de changer, de manipuler le cerveau de quelqu'un, oui, comme en état d'hypnose aussi, mais ils peuvent, parce que beaucoup de maladies sont dans nos têtes, puis qu'on se dit, si tu t'auto-guéris, tu vas finir par... Mais si tu te le fais dire par quelqu'un qui est supposément le miraculeux plutôt, je dirais, mais que tu te fais dire, non, mais t'as ça, toi. Toi, tu peux faire ça. Toi, t'as ça. Ou toi, il va t'arriver ça. Puis que ça arrive, ça fait comme, wow, ils viennent de me guérir. Mais dans le fond, ça a pris ça pour auto-guérir la personne qui s'est auto-guérie avec l'aide de quelqu'un. On appelle ça l'effet placebo. Un peu. C'est pour ça que je me pose la question à savoir, le Messie était-il le Mesmer de l'époque? À quelque sorte. C'est une drôle de question, hein? Non, tu veux dire, tu veux dire, toi, que Jésus aurait eu des pouvoirs, sûrement qu'il y en avait, de l'esprit, mais qui trafiquait la réalité par le fait qu'il hypnotisait le monde, comme Mesmer qu'on connaît, parce que le vrai Mesmer, c'est pas le Mesmer qu'on connaît. Là. Le Mesmer de spectacle, il a pris le nom de celui qui faisait, je pense que c'est Jacques Encausse, qui faisait du mesmérisme. Ça vient de là, l'expression Mesmer vient depuis
le début du 19e, 20e siècle, bien avant Mesmer, que c'est pas son vrai nom. Là. Tout le monde... non, c'est sûr. Je vais faire un petit son de gazou. On s'éloigne du sujet. On était supposé de parler d'intraterrestres. Merci, Steve. Ben oui. Hein? Ouais. Comme dans les ligues d'improvisation, là, l'arbitre a toujours un gazou là, quand on sort du sujet. Là. Ah oui, ben oui. Ben merci du rappel et du retour dans notre réalité. Ben, j'ai quand même une question de Gracielle qui est en lien avec les intraterrestres. Ouais. Moi, j'y vois ça. Gracielle qu'on connaît. Oui. Ah ouais, donc. Ben on va la faire après la pause. Je vais pas faire mon agace, mais on va faire une petite pause publicitaire. Puis ensuite, on revient avec ça. Puis là, on décolle dans le vif du sujet. Ça vous va? Parfait. Parfait, on se revoit tantôt. De retour en studio avec Steve Zuniga à la co-animation et Richard Glenn au téléphone. Mais juste avant, je veux juste vous rappeler qu'il fait présentement 13 degrés. Beau soleil avec quelques passages nuageux, mais ça va s'éclaircir, j'ai l'impression. Ou en tout cas, il va être voilé à temps partiel, le ciel. Et cette semaine, on a une belle météo qui s'en vient. Demain, annonce 17 avec du soleil, quelques passages nuageux. Lundi, c'est identique, mais avec 12 degrés. Mardi, 15 degrés. Mercredi, 21 degrés, soleil mur à mur. Ensuite, on va monter encore à 23 et 24 pour jeudi et vendredi prochain. Samedi prochain, on annonce un peu de pluie avec 20. Mais ça, c'est pour arroser notre jardin qu'on va avoir planté durant la semaine. C'est-tu pas beautiful? Bref, commencez votre semaine en sortant prendre vos médicaments. Le soleil. Exactement. Des bonnes vitamines D, ça va être number one. Richard, toujours là? Oui, au-delà de la vitamine D, c'est aussi les rayons ultraviolets pour désinfecter. Oui. Quand tu dis la température, le chiffre que tu dis, c'est toujours le chiffre pris à l'ombre. Oui. C'est ce qu'on appelle le fond de l'air. Parce que si tu es au soleil avec 13 degrés à l'ombre, avec le soleil, tu peux considérer que tu le sens à peu près à 17-20 degrés. Oui, bien en ressenti, puis tu vois, après-midi annonce 17. Ça veut dire qu'au plein soleil, il peut faire jusqu'à 20 degrés. Mais exactement. Ça a bien du sens. Mais bref, ça va être une belle journée encore, mais qu'on sorte d'ici, ça va être youhou! C'est merveilleux. Et depuis 2 mois à peu près, on a à peu près au Québec la même météo qu'ils ont en Islande. Imagine-toi, en Islande, ils ont les courants marins de l'Atlantique qui réchauffent un peu les côtes du sud de l'Islande. Et même pour eux autres, c'est à peu près toujours la même température que nous autres. Parce que Geneviève, elle a des cours d'islandais direct au téléphone. Ben oui. Internet. Puis elle vérifie toujours à chaque jour à peu près, là, bon, quelle température vous avez? Hey, c'est la même affaire que nous autres. Regarde-toi donc, au Québec, on vit comme en Islande depuis 1 mois à peu près. Puis eux autres sont entourés de neige partout sur le Groenland, tout près en plus. Mais ils ont aussi des montagnes pleines de neige, oui. C'est fou. Mais en même temps, eux autres, c'est beaucoup de croyances aussi aux êtres intraterrestres et aux gnomes et tout ce qui se rapproche à ça. Ben, absolument. C'est ça que je trouve intéressant aussi. J'ai envie, Geneviève, d'avoir été là parce que ça a l'air que c'est un voyage à faire. Il y en a plein qui disent que c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Oui, c'est des paysages à couper le souffle, mais il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Hein. C'est de la lave qui a séché, c'est de la pierre volcanique noire, grise. L'été, il y a un petit duvet vert qui apparaît avec quelques petites fleurettes de temps en temps. Mais ils ventent tellement que les arbres ne peuvent pas pousser. D'abord, il n'y a pas de terre. Puis ce qui pousse, ben il faut qu'ils se battent non seulement contre le mauvais sol, mais contre le vent qui est terrible. Ils ventent terriblement fort. Oui. Faut pas trop insister parce que je sens que Geneviève va embarquer sur le téléphone. Tout le monde la connaît, elle intervient même dans les émissions. On l'entend de l'autre bord de la régie là, quand elle intervient. Oui. Bref, revenons-en aux intraterrestres. Ouais, oui. Alors, mais Steve, avant que j'aille plus loin, je vais commencer en faisant une parenthèse que j'ai faite devant le public et devant toi et Carole au dernier souper ufologique de Yann Vadnet qui avait lieu à l'automne dernier, là, au mois de novembre, fin novembre. Mm-hmm. J'avais posé une question aux gens tout simplement en leur disant si il y avait un bon film qui arrive au cinéma. Moi, j'ai été le voir. Voulez-vous que je vous conte l'histoire? Ceux qui veulent l'entendre, levez la main. Ceux qui me disent hey, conte-nous pas et punch parce que moi, je vais aller le voir puis je veux l'apprendre sur place. Oui. Et moi, si je leur dis, ben moi, là, s'il y en a un qui lève la main et qui veut connaître l'histoire, je vais la raconter.
la salle va se vider. C'est vrai. Ou ben non, il y en a qui vont dire, ben finalement, OK, on va l'écouter parce que de toute façon, même qu'on le voit, on va le vibrer à notre manière, puis on va réagir à notre manière. Fait que tu peux nous la dire, tu sais. Puis d'autres qui vont dire, ben moi, j'aime mieux que tu nous le dises, parce que si ce que tu me dis, c'est pas vraiment intéressant, je n'irai pas même pas le voir. Ouais. Alors, la même question que je repose aujourd'hui, et à chacun de donner la réponse dans sa tête, là. Est-ce que si quelqu'un vous dit, je vais vous raconter ce qui s'en vient dans l'histoire du monde tel que prévu, par des êtres qui savent ce qui nous attend sur l'autoroute où on file à haute vitesse, il y a peut-être un tournant, il y a peut-être un pont qui a été enlevé par la crue des eaux, puis on va arriver dans le tournant, puis après ça, le pont, il n'est plus là, le pont. On plonge dans l'eau. C'est assez évident qu'à la vitesse qu'on va, on n'aura pas le temps d'arrêter. Il va y avoir des morts, il va y en avoir qui vont survivre. Est-ce que vous voulez le savoir ou vous ne voulez pas le savoir? Parce que le phénomène intraterrestre est un phénomène qui existe depuis très, très, très longtemps. D'abord, il faut connaître que l'histoire de la Terre n'est pas géologiquement ce que nous annoncent les géologues habituels. Pourquoi on sait qu'il y a des bases souterraines sur la Lune, il y a des bases souterraines sur Mars, il y en a sur certaines lunes de Jupiter, entre autres. Bon. Et vivre à l'extérieur, comme on fait, nous, sur Terre, ici, c'est très problématique. D'abord, on vit-tu sur le toit de notre maison ou on vit dans la maison? Et puis, il y a des troglodytes qui vivent, eux autres, un peu comme dans les Hobbits, là, le Seigneur des Anneaux. Ils vivent dans la terre, mais des maisons qui sont faites juste pas profondes, là, juste pour dire qu'ils sont avec du gazon sur le toit, là, tu sais. Mais à ta question, moi, je te dirais qu'il y en a plein qui consultent des médiums pour connaître le revenir. Ça revient à peu près à ça? Ben, moi, je serais quasiment porté à répondre à ta question, Richard. Je te dirais que même si on me permet de voir l'horizon, ça n'empêchera pas que c'est moi qui choisis quel pas que je vais faire dans mon expérience de vie. Oui, puis si tu me dis qu'il y a telle affaire à telle place, ben je vais le savoir. Il est là, m'a me tasser, m'a passé par un autre chemin. Je pense que c'est de la prévention, tout simplement. C'est pas comme d'écouter un film. Parce qu'un film, c'est un divertissement, tandis que là, c'est quelque chose de vivant, là. C'est ce qu'on vit. Mm-hmm. Moi, tant qu'à moi, j'aimerais savoir. Maintenant, oublie pas, dans les pistes de temps, c'est toujours toi qui es le capitaine. Tu peux changer, comme tu dis, de piste. Oui. Si on t'avertit de quelque chose dramatique, tu te demandes d'où ça vient qu'il va y avoir cet événement-là. Premièrement, si c'est un événement choc, comme un accident d'automobile, ça peut avoir été prévu avant ta naissance. Mm-hmm. C'était pour avoir telle expérience dans ta vie, puis tu voulais avoir cette expérience-là pour acquérir telle vertu. Les vertus, c'est pas des dons. Les dons du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui t'est donné. Une vertu, c'est quelque chose que tu développes. Et devant des événements, tu peux développer certaines vertus. L'honnêteté, c'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une vertu. Tu es honnête ou tu ne l'es pas, etc. Tu sais. Alors... jusqu'à un certain point, c'est un choix qu'on fait de l'honnêteté. Un exemple, oui. Mais bref, mais en gros, là, tantôt, je t'ai posé la question, ce n'était vraiment pas un piège. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'intéressait à parler de ça. Parce que, oui, tu peux avoir vécu certains trucs, mais quand tu recevais, est-ce que tu recevais des témoignages en même temps qui te faisaient comme, ben voyons, je suis pas tout seul, pas cave? Moi, j'ai vécu des choses pendant des années quand j'étais tout petit. Oui. Là, après ça, on m'a envoyé aux États-Unis me faire examiner, comme on dirait, là. Mm-hmm. Puis les X-Files, je sais qu'ils existent réellement, les X-Files, là, les fiches sur certains contactés ou individus qui ont été... Parce qu'il y a 3 sortes de contactés. Hein. Il y a les manipulés, les programmés, puis les missionnés. Alors, contacter, ça veut dire que tu as eu un contact avec des êtres qui viennent d'ailleurs, qui sont des aliens. En anglais, ça veut dire étrangers, tout simplement. Et que là, tu peux avoir été manipulé. Manipulé pour que tu serves dans une cause, que tu fasses quelque chose pour que il y ait quelque chose qui change dans une ville ou dans une société. C'est bon, tu es victime d'une manipulation. Mais tu peux avoir été programmé, un peu comme un robot là, qui reçoit une programmation, puis à partir de tel événement ou à telle circonstance, tu vas toujours avoir telle ou telle réaction qui va entraîner des réactions autour de toi dans les autres personnes, puis mais tu es programmé. C'est un peu ton corps défendant, c'est pas que tu le veux vraiment, mais
c'est comme un entraînement, là, un peu comme la cloche de comment il s'appelait, là, le chien là, qui salivait, là. Beethoven? Non? Non. À chaque fois que il faisait sonner une cloche, il donnait de la nourriture. À un moment donné, il n'y avait même plus besoin de lui donner de la nourriture. Comment tu dis, Geneviève? Pavlov. Ah, OK. Oui. Ah oui. Geneviève, elle, vois-tu, c'est mon disque dur externe. Elle a l'information de tout. Je veux dire, elle connaît tout, dans tout, puis elle s'intéresse à tout. Fait que c'est ça qui est le fun. Je vais revenir un petit peu à nos moutons, parce qu'on a reçu une question de Gracielle Dumais. Oui, on s'était laissé là-dessus tantôt. Oui, exact. Dans le fond, elle, sa question, c'est que pensez-vous des bactéries internes microbiotes dans notre flore intestinale humaine en parallèle avec les intraterrestres et les virus bactériologiques, pandémies qui nous envahissent sur la Terre? Oui, c'est très, très excellent sa question, parce que on n'a pas encore vécu la pandémie des intraterrestres. C'est ce qui s'en vient. La pandémie, ça veut dire qu'ils vont sortir, il va en avoir partout, puis on ne saura pas comment réagir parce qu'on ne les connaît pas. Ils sont venus très souvent, c'est ceux on voit avec des grands yeux là, noirs, là. Ils mettent des coquilles sur les yeux parce qu'à l'extérieur, il fait toujours trop clair pour eux autres, à l'intérieur, il fait toujours sombre. C'est pas noir, mais c'est comme la pleine lune, à peu près, même, on dirait un peu moins que la pleine lune. C'est comme des lunettes fumées intégrées, dans le fond. Les yeux, je parle. Oui. Ben, c'est comme une coquille gélatineuse qui se met sur les yeux, en dessous de leurs paupières. Mais moi, on met des lunettes sur notre nez et nos oreilles. Ils ont quasiment pas d'oreilles puis ils n'ont pas de nez. Fait que, ou presque pas. Ça tiendrait pas. Fait qu'ils ont tout simplement inventé ce qu'on appelle des lunettes de contact. Là. OK. Des verres de contact. Ça s'accote sur l'œil. Des lunettes quasiment biologiques. Ben, c'est naturel. C'est comme un clignement d'yeux, puis ça vient tout seul. Ben non, je sais pas. Non, il ne cligne pas avec le clignement se fait par-dessus l'espèce de gélatine qui est fine, fin, transparente aussi, mais qui assombrit pour éviter qu'il y ait trop de lumière sur leurs yeux. Ça veut dire que si on veut les aveugler, on lui pogne un œil, puis... Ben, c'est pour ça qu'ils se montrent rarement le jour, hein. Il y en a qui disent c'est parce qu'ils ils ont quelque chose à cacher puis ils veulent pas se montrer en plein jour. Ah oui, j'avais pas fini les programmes. Oui, c'est ça. Puis les manipuler, les missionner. Les missionner, c'est ça un peu comme Glenn. Là. C'est-à-dire que j'ai eu un entraînement depuis que je suis jeune à savoir des choses et à transmettre la connaissance que j'ai eue et à travers ce que j'ai eu, j'ai embarqué sur la télévision pour essayer de découvrir d'autres personnes comme moi. Puis j'en ai découvert qui se sont manifestés, mais qui veulent pas passer à la TV, qui veulent pas trop montrer ce qu'ils savent, puis ce qu'ils vont, Mais on a des échanges extrêmement intéressants. Puis on est tous au courant de ce qui s'en vient. Alors pour moi, là, c'est clair que il était temps que ça arrive. Je me souviens que justement au souper ufologique de Yann Vadnet, j'avais dit aux gens, puis il y a quelqu'un qui était venu me voir en disant mais Glenn, toi tu dis 2023 va se passer de quoi? Écoute, on est rendu en 2020 puis il se passe rien. Ben là, t'as peu, il reste encore 3 ans, là. Calmez-vous les pompons. C'est ça qui commence à se rendre compte que le monde change. Hein? Ben, c'est le monde, c'est les gens psychologiquement qui sont en train de changer présentement. Justement, j'avais une question sur le 2023. Moi, je voulais juste revenir sur la question de Gracielle, parce que ça emmène aussi une question personnelle. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, dans le fond, les intraterrestres avec tous les êtres qui peuplent notre corps et qui font que notre corps fonctionne? Parce qu'au bout de la ligne, notre corps est juste une machine là, biologique. On savait qu'on se fait complètement dévorer de l'intérieur des intestins et de tout ça par des bébites. Là. C'est pas des bébites qui mangent notre viande, mais qui mangent à travers nos déchets. Puis ils se nourrissent de ça. Puis c'est la flore intestinale et la faune intestinale qui est essentielle pour qu'on vive bien en santé. Alors, ils sont là, eux autres, à l'intérieur de la Terre. Elle est très intelligente, sa question, puis on sent qu'elle est contactée, parce que pour poser la question, il faut qu'elle ait déjà la réponse, ou qu'elle ait une bonne bribe de réponse. Oui, puis je pense que c'est peut-être seulement pas une approbation, une confirmation qu'elle cherche, peut-être, Gracielle? Oui, mais parce qu'elle est venue à l'esprit. Écoute un peu, s'ils sont à l'intérieur de nous autres, notre Terre, est-ce qu'ils sont un peu comme les probiotiques puis les biotiques qui vivent dans notre ventre puis qui ben oui, exactement, c'est très exactement ça. D'ailleurs, on voit qu'ils sont pas
méchant nécessairement. Quand il y a des fusées intercontinentales qui ouvrent, puis que, whoop, ils arrivent tout de suite, et ils paralysent toute la base. Parce qu'ils veulent pas que ça saute, puis ils veulent surtout pas que leur toit défonce. C'est pour ça qu'ils ont fait arrêter toutes les explosions thermonucléaires dans le Pacifique. À un moment donné, tu vas craquer à terre, puis à un moment donné, ça va leur tomber dessus. Sauf qu'à l'intérieur de la Terre, ils ont des océans à l'intérieur, mais à l'inverse de nous autres. Ils vivent à l'envers par rapport à nous autres. Tiens, je vous prends à témoin tous les deux, là. Vous avez vu le film Rencontre du troisième type? Mm-hmm. Oui. Avez-vous vu qu'on a eu la preuve présentée dans ce film-là de l'arrivée d'un immense vaisseau spatial qui arrivait de l'intérieur de la Terre? Oui. Pourquoi tu peux dire qu'il venait de l'intérieur de la Terre, Steve? Ben, parce qu'il arrivait à l'envers. Exactement. Il lève, il monte derrière la montagne, le Devil's Tower, il monte, il est très gros, il est immense. Il est rendu en haut, il pivote. Ben, Il descend sur la surface de notre Terre. Même cette fameuse montagne-là, il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a certains chercheurs qui ont fait un parallèle entre cette montagne-là et une souche d'arbres. Donc, il serait venu d'en dessous des racines de cet arbre géant. Ouais, ben là, écoute, va faire un tour avec un petit bathyscaphe, là, sous l'océan Pacifique. Tu vas voir qu'il y a partout, lorsqu'il y a une terre, même tu peux le voir, même au printemps, quand la neige commence à fondre dans ton driveway, puis tu ne l'as pas trop ramassé, il te reste une épaisseur de glace. Mm-hmm. Puis à un moment donné, tu t'aperçois qu'il y a des rigoles qui se font, naturellement, puis tu vas t'apercevoir, eux autres, au Nouveau-Mexique, puis tout ça, ils appellent ça des mésas. Mm-hmm. Les mésas, c'est comme on voit le Devil's Tower, c'est pas un tronc d'arbre, là. Je sais qu'il y a eu cette théorie-là, là, parce que c'est assez rond et tout ça. Oui, mais c'est parce que l'eau elle recouvrait ce territoire-là. Le Colorado, à l'origine, c'était le fond d'un océan. Le moment où il a tombé une lune sur la Terre, ça a fait monter les Andes, le plateau des Andes et les Rocheuses ont toutes jailli de l'eau. C'était sous l'eau. Puis les Andes, il y avait les fameuses pistes de Nazca étaient sur la surface de la Terre, mais la Terre était très peu élevée par rapport à l'océan Pacifique à l'époque. Et quand ça a levé, ça a fait des montagnes qui sont devenues la cordillère des Andes. Et le plateau est resté un plateau, mais craquelé à des endroits. Mais on voit les dessins qui sont... ça a tout monté, tout ça, le plateau de Cusco. Mais c'était autre chose. Et les mésas, comme celle qu'il y a au Wyoming, là, de Devil's Tower, le toit en haut, le plat, là, ça c'était la surface qu'il y avait avant. Et tout était en surface. Mais ça, avec l'eau qui s'est retirée assez rapidement, ben ça a fait descendre le niveau de la terre, sauf qu'il y a des endroits, pour des raisons étonnante. Là, à un moment donné, pourquoi la rivière passe par là plutôt que passer par là? Ben, c'est parce que peut-être il y a eu une petite coulisse qui s'est grossie puis qui a fait le creux de la rivière. C'était, en tout cas, sa question à Gracielle était très intéressante parce que j'aime ça. Ça nous fait comprendre que des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre, ils peuvent servir à notre écologie définitivement. Là, on est sur un temps mort actuellement. Là. Il n'y a presque plus d'avions qui circulent dans le ciel. Oui, hein, ben, je veux dire que les ovnis ils ont la carte blanche pour se promener. Ils n'ont pas de danger de frapper personne. Là. Oui, puis non. Eux autres, il n'y a pas de trouble avec ça. D'ailleurs, quand ils se déplacent très rapidement, ça fait des poches d'air des fois. Ils appellent ça comme ça, les avions, des poches d'air. Moi, mon neveu, il est pilote d'avion, de ligne. Mm-hmm. Et il dit les poches d'air, il dit on les voit pas venir. Il dit on arrive d'un coup, ils descendent de peut-être 500 pieds d'un coup. Là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de pression d'air. Parce qu'il y avait un ovni qui venait de passer. Et puis, il fait le vide. C'est comme quand... l'ovni fait le vide en avant. C'est derrière, exact. ça se referme. Mais à la vitesse qu'ils vont, ça se referme pas instantané. Le temps, on sait que la nature aura du vide. Ça prend pas de temps. Mais si un avion passe à ce moment-là, il vient de tomber dans le trou. Mais c'est comme... Tu me rappelles, c'est comme des fois, on se promène, t'es dans un champ, ou à un moment donné, pouf, t'as un courant d'air qui vient de nulle part, puis ça a duré comme un petit coup de vent. Mais tu sais pas ce qui a occasionné ce coup de vent-là. Il est venu de nulle part, puis... Ouais, mais quand t'es dehors, ça peut arriver. Mais quand t'es dans la maison, puis que t'as une impression que t'as eu un courant d'air froid qui a passé, hey, ça vient. Ben non, ça c'est d'autres choses. Ben voilà, oui.
Ben, ça, il faut être averti. C'est pour ça que mon vieux monsieur que j'ai rencontré ce soir à mon émission, ben, il nous dit, moi, l'expérience, je l'ai peut-être pas eue, mais en lisant tout ça, puis en connaissant tout ça, je sais à quoi ça rime. Donc, on devient pas fou. On devient conséquent avec tout ce qu'on sait. Alors, quand tu en sais beaucoup en ésotérisme, même si tu n'as pas toutes les expériences de tout ce qu'on raconte, au moins, tu es informé. Puis, un homme averti en vaut 2, puis une femme avertie en vaut 4. Moment souvenir. Je sens qu'elle va avoir des vengeances. Moi, avec mon petit doigt sur le bord de la bouche, comme Austin Power. Alors, Steve a répondu clairement, oui, l'OVNI dans le rencontre du troisième type a basculé parce qu'il était à l'envers, en dedans. Il y en a une autre histoire très connue qui s'appelle Alice au pays des merveilles. Ouais. Oui. Elle est allée à l'intérieur de la Terre en suivant le lapin blanc dans son terrier. Mm-hmm. Et elle descend et elle tombe. Et regardez bien, et dans l'histoire, on nous le dit très clairement, dans les contes de Perrault, elle leur tournait, elle leur virait de bord. Parce que, en tombant, elle s'aperçoit à un moment donné que, la gravitation, elle s'en va dans l'autre sens. Elle change de Alors, sens. il y a quelque chose d'important qui est une réalité. D'abord, les Grecs connaissaient ça, les fameuses cavernes, parce que s'ils sortent de là, il faut qu'ils sortent par un trou en quelque part. Nous autres, c'est une caverne. Mais eux autres vont beaucoup, beaucoup plus creux que ça, beaucoup plus loin en profondeur que toutes les mines. Il n'y a pas une mine sur Terre actuellement. Vous avez à Québec un certain monsieur Jacques Fortier. Oui. Qui est très, très compétent dans le domaine de la Terre creuse. Oui, effectivement, j'ai même eu j'ai eu accès à ses livres qu'il a produits lui-même. Oui. Il y a beaucoup de choses intéressantes et des recherches et des expériences qu'il a menées lui-même avec sa propre argent. Là. Il n'a pas fait les soupers ufologiques, lui? Oui, il a été dans les 2 derniers soupers ufologiques. Oui, il ressemblait au professeur Tournesol, là, oui, avec son sarrau blanc. Exact. Oui, mais c'est ça, je les ai, ces livres, j'ai pas eu le temps de les lire encore. Il est allé dans des mines en Ontario, parmi les plus profondes, le Timmins, là. Puis il dit, en effet, on réalise quelque chose, puis d'ailleurs, il a fait des tests magnétiques sur la gravitation et tout ça, puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une bascule du champ magnétique, et en plus, ça confirme toute la théorie de la Terre creuse, puis il faut l'expliquer pour toutes sortes de raisons à l'intérieur de la Terre, il y a des choses qui se sont passées. Alors, il y a un type. Je vais essayer de vous retrouver le nom du monsieur parce que... Pendant que tu essaies de trouver le nom, M. Fortier avait mentionné aussi, si je me rappelle bien, par rapport à 2 vagues de la mer. Dans le fond, on aurait comme une vague qui est menée par la Lune. Il y a une deuxième vague qui n'est pas menée par la Lune et qui... c'était un peu le but de ses recherches aussi à travers tout ça. Là, on a une question qui vient de Diane Daunia-Grenon qui demande, est-ce que les intraterrestres sont détectables, selon toi, Richard, en attendant? Qu'est-ce qu'elle appelle détectable? Détectables. On peut-tu les sentir, les savoir venir d'avance? On peut-tu savoir quand ils sont là ou pas? C'est drôle que tu dises les sentir parce qu'ils puent. Ben, c'est justement ça! Moi, je voulais en venir à ça. Ça sent le soufre, hein, ces petites bêtes-là, hein? Ben, non, les vaisseaux fonctionnent avec de propulsion avec du soufre. Mais pas le corps. Le corps, ben, ils sentent le souffle un peu comme nous autres. On pourrait dire, on sent la gasoline quand on va faire le plein. Après, on rentre dans l'auto. Puis, hey, tu sens même mauvais. Bon, tu sens le gaz. On sentirait le poisson si on travaille dans un bateau à poisson. Aussi. En plus, oui. Non, mais j'aime bien sa question parce que je veux en venir avec un phénomène qui vient de se produire dernièrement à travers la planète. Il y a, à Paris, il y a eu des odeurs de cette odeur-là qui s'est manifestée à plein bras, là, si on veut, à plein nu. J'ai entendu parler de ça, oui, en effet. Et même ici même au Québec, des odeurs de soufre qui venaient de nulle part, puis les gens se demandaient d'où ça venait. Bon, il faut savoir que ces êtres-là ont pris contact avec les autorités du monde, hein, les principales autorités. Oui. Il faut savoir que d'abord, dans l'époque des Grecs, je commençais à parler de ça tantôt, les Grecs, la Pythie était au-dessus, elle, d'une crevasse. Bon, puis de la crevasse sortait une odeur de soufre, justement. Puis la Pythie, c'était celle qui était la plus apte à faire des prophéties, parce qu'elle tombait dans un état altéré de conscience, là. Puis là, eux autres, en dedans,
Ils voient l'évolution de notre monde parce qu'ils connaissent la métapsychologie. Nous, on connaît à peine la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, mais au lieu de la psychologie des profondeurs, eux autres, ils ont plutôt la métapsychologie qui permet d'aller au-delà de notre limite du temps et de l'espace dans notre conscience. On est quand même assez limité. Et ils peuvent voir les effets à long terme. La science des conséquences et l'écologie. Mais ça n'existait pas dans les années 60, l'écologie. Le mot écologie est apparu dans les années 70. C'est la science des conséquences. Alors, ces êtres-là qui vivent à l'intérieur de la Terre ont une sagesse et une connaissance et une compétence qu'on n'a pas encore atteint, qu'on atteindra un jour, évidemment, mais on n'est pas rendu là. Moi, je parle d'êtres qui ont eu un drame à vivre ici sur Terre il y a très longtemps. Bon, il y a 43 000 ans, il s'est passé quelque chose de dramatique sur Terre, et ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient pris de précautions. D'abord, il y en a qui ont survécu en surface quand même, mais il y en a très peu. Et à l'intérieur, ils se sont cachés dans des abris souterrains. Actuellement, on sait très bien que l'élite mondiale a des abris souterrains pour se protéger. S'il arrivait un cataclysme de guerre nucléaire ou d'autres choses, genre astéroïdes, mettons, tu sais. Alors, y a-t-il une place où on peut se cacher? C'est pas dans une maison en bois ou même en briques qui va protéger bien gros. Va-t'en pas dans une comment on appellerait ça, une rame de métro pour être protégé parce que t'es en dessous de la terre dans la rame de métro. Tu vas cuire comme dans un four, là, tu sais, dans un petit four, là, puis tu vas sortir de là bien bronzé, bien grillé. Mais si tu restes à l'extérieur, ben tu brûles. Mais à l'intérieur, tu vas cuire. Sauf si tu es très profondément. Mais si tu vas très, très, très profondément, tu découvres à un moment donné que il y a de l'eau. Sous les États-Unis, ils appellent ça un continent d'eau. Il y a une immense surface d'eau sous les États-Unis, en Amérique du Nord. Ça a apparu dans le magazine Times. Mais ça a apparu dans le magazine Times quand ils ont fait la découverte, puis qu'avec les sondages, ils sont arrivés à ça. Mais ils n'en ont plus jamais reparlé. Parce qu'ils ne veulent pas faire peur au monde. C'est la raison pour laquelle, quand on dit, veux-tu connaître l'histoire du film jusqu'à la fin? Je pense qu'il y en a qui sont pas prêts à entendre ce qui s'en vient. Ça n'empêchera pas de vivre. Exagéré. De toute façon, comme me disent certaines personnes, ben moi, ça me dérange pas. De toute façon, il va falloir bien mourir de quelque chose. Ouais, mais t'as jamais le goût de penser à mourir, tu sais, à moins d'être suicidaire, là, mais là, c'est un autre problème. Mais quand tu t'aperçois à un moment donné, là, on se rend pas compte que notre société va basculer bientôt. On est en train de commencer à comprendre qu'on est tout endettés. Là. On est en train de s'endetter, mais jusqu'au cou, pas à peu près. Les gouvernements s'endettent en notre nom, parce qu'ils disent, on vous prête de l'argent, vous allez nous rembourser. Puis ceux qu'on vous donne de l'argent, ben vous allez le déclarer comme un revenu, puis vous allez être obligé de le déduire avec l'impôt à la fin pour vous nous rembourser en impôt. Fait que finalement, ils donnent d'une main, puis ils ramassent de l'autre main. Ouais. Notre société, aperçois-tu qu'il y a déjà moins de stock dans les magasins? Dans les magasins d'alimentation, il y a des tablettes qui commencent à se vider. Carrément. Bon. C'est difficile d'avoir de la levure, faire son propre pain. Il y a presque plus de magasins qui en ont. J'en ai fait, moi, j'en fais du pain, je m'en fais, puis on a de la misère à avoir de la levure. Puis c'est fou. Les gens vont commencer à s'équiper quand même au cas. Mais dans le temps, ils faisaient quoi pour avoir de la levure? Ils se la faisaient eux autres mêmes. Oui, mais comment? Remarque, ils faisaient ça avec de la bière, hein? Mais tu comme. Ben, ils reprenaient la pâte de la veille. Oui, aussi. C'est ça qui fait de la levure au bout de la ligne? Un peu. Hey, je dis ça de même, là, mais il faut aller à une dernière pause parce que ça va trop vite, l'émission. On n'a même pas le temps de tout dire. Mais je veux juste te poser une question avant. Tu me répondras au retour de pause. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien avec l'odeur de soufre qu'il y a un peu partout à travers la planète et avec ça et les intraterrestres qui auraient peut-être fait des petites promenades hors planète? Tu me diras ça, mais qu'on revienne de la pause. Oui, OK. De retour en studio avec Richard Glenn au téléphone. Donc, la question que je te posais à propos des odeurs de soufre, ta réponse serait? Que probablement, il y a déjà des
exercices préparatoires à faire des sorties de l'intérieur de la Terre vers la surface. Et puis, c'est sûr que ça ouvre les portes, puis ça fait sortir des odeurs. Oui, surtout, il y a des véhicules qui sentent des choses, qui ont des odeurs, fait que ça crée des situations propices à ce que des gens entendent ou sentent. Parce qu'il y a des gens qui dorment dans la maison, surtout ceux qui dorment dans les sous-sols de maison. Ils s'aperçoivent qu'il y a des sons qui se passent dans la terre. Ben, t'as tout à fait raison. Puis cette semaine, j'ai fait un appel à témoins parce qu'il y a un son étrange qui a été entendu dans la région de Montréal, comme si ça serait justement un câble là, qui monte. C'est tic, quick, quick, quick. Mais ce son-là venait, on ne sait pas de où, mais était entendu d'un peu partout. La région de Montréal, à la même heure, mais de lieux différents. C'est en bordure du fleuve, c'est probablement dans le coin du quai du port de Montréal, mais par contre, c'était entendu du côté de Boucherville, autant que tout près du stade olympique. Puis ce son-là, il était étrange et constant, tout le temps constant, comme une poulie là, ou un fan, mais sauf que c'était très fort. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ah oui, OK, c'est fort. Des fois, il y a des sons qu'on entend à peu près pas. Là. Ça prend le silence. Puis comme il y a moins de circulation d'automobiles de ce temps-là, on a accès à des sons qu'on entendait moins. On n'entendait pas parce qu'il y avait toujours un ronronnement de passage d'auto ou quelque chose comme ça. Maintenant, oui, on a l'impression qu'on est vraiment dans un moment presque d'arrêt de la civilisation actuelle. Là. Ça reprend péniblement. Puis souhaitons avec le beau temps, le soleil cet été, ça va pas trop s'envenimer. Sauf qu'à l'automne prochain, quand l'automne va arriver, puis que la grippe va reprendre, puis que le virus va prendre la force, puis que les gens vont moins être confinés encore, puis là, mon Dieu, préparez-vous. Préparez-vous, il faut être sage, il faut être prévoyant. La peur, il y en a qui disent qu'il ne faut pas avoir peur, d'accord, mais la peur est souvent le départ d'une sagesse. Oui, OK. Mais quelqu'un qui n'a peur de rien, là, il peut passer à côté de bien des affaires. C'est un peu ce que je me suis toujours dit. Du moment que j'ai peur, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre à cet endroit-là ou à ce moment-là. Et ça t'ouvre, ça t'allume l'esprit. Alors, je finis mon histoire des Grecs là, qui allaient voir la Pythie qui était sur une crevasse, mais eux autres, là, il y avait un dieu, de l'Olympe, là, qui était, lui, à l'intérieur de la terre parce qu'il paraît qu'il était très, très laid. Et puis, Héphaïstos. Puis, Héphaïstos avait à son service des petits personnages, petits, grosses têtes, grands yeux noirs, et qui étaient comme des automates. Ils étaient en grosse quantité, puis ils faisaient tout, puis ils travaillaient vite, puis ils faisaient toutes les affaires, les jobs de bras, c'est eux autres qui les faisaient. Alors, on se rend compte que c'est pas nouveau d'entendre parler de ça. Toi, tu as dû entendre parler de Richard Byrd. Oui. L'amiral. Oui. Pas n'importe qui. Un amiral, là, c'est un commandant d'une flotte de bateaux. Dans l'Antarctique, l'histoire, tu veux dire? Exactement. Puis là, on n'est pas loin de l'Argentine, la Terre de Feu, etc. On sait pourquoi il est allé là. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des Allemands qui étaient partis d'Allemagne à la fin des hostilités, sous bonne garde, en sous-marin, puis ils sont aboutis en Argentine. On a retrouvé des traces d'Hitler qui étaient là. Ils ont découvert en 1960 qu'il y avait Adolf Eichmann qui était en Argentine. Eichmann, c'était celui qui était en charge de la solution finale. OK. Et ils l'ont ramassé, puis ils l'ont ramené à Jérusalem. Ils ont fait passer un procès pour après ça décider qu'il mérite d'être pendu. Mais lui, tout le long, il était un peu désinvolte. Il était arrêté, il était condamné à mort, il le savait. Mais ça faisait des années qu'il était en 1960. La guerre était finie depuis à peu près 20 ans. Ben pas non, 10 ans, 12 ans. Il travaillait pour une grosse usine, un des patrons d'une grosse usine de fabrication d'automobiles. Il était remarié avec une femme et des enfants, puis tout était une vie exemplaire. Puis lui, durant le temps qu'il était le responsable de la solution finale, Hitler avait demandé qu'on se débarrasse des Juifs d'Allemagne. Alors, dans un premier temps, lui, avant que la guerre commence, là, dans les années 30, 34, 35, 38, il faisait sortir les Juifs de l'Allemagne en leur disant, il rentrait le matin à 9h dans un bureau du gouvernement, là, puis le soir, il y avait le papier, puis tout, puis sortez, écoutez dans le derrière. Et ceux qui voulaient pas, puis ils disaient, hey, moi, j'ai mon entreprise ici, puis je vais rester ici. Tant pis pour toi. Tu verras, tu vas le regretter.
Tu veux pas comprendre qu'on te demande de t'en aller. Il y en a qui sont partis, beaucoup qui sont partis. Einstein est parti, ben d'autres sont partis d'Allemagne avant qu'il y ait la guerre, puis avant qu'il y ait des camps de concentration puis des camps d'extermination. Ça s'est fait en 3 étapes, ça, tout ça. Et pourquoi j'arrive à parler de ça? C'est parce que même là, les nazis savaient que la Terre était creuse. On appelait une base Thulé, T-H-U-L-E, accent aigu, un peu comme là, les porte-bagages, là, tu mets ça sur le toit d'une auto, ça s'appelle Thulé, T-H-U-L-E, accent aigu. Tu mets ça sur le toit d'une auto parce que sur le toit de la planète Terre, il y a une ville qui s'appelle Thulé. Puis à l'intérieur de la Terre, il y a son pendant qui s'appelle Ultima Thulé. À l'intérieur. Tu passes par le pôle Nord, pas tout à fait, mais à un endroit dans le Nord, qui est sous les glaces, tu rentres à l'intérieur de la Terre. Shambhala et Agartha, c'est-tu dans le même coin? Ben voilà, t'as compris. On s'en allait vers ça, mon cher Steve. C'est parce que Hitler et sa gang, qu'on appelle la Société de Thulé, qui était organisée avec des Tibétains, des lamas tibétains, qui, eux, savaient très bien que le maître du monde est à l'intérieur de la Terre. Parce que c'est dedans que tout se décide. C'est pas sur le toit de la maison qu'on fait grand-chose. Puis deuxièmement, on est tout le temps aux intempéries, autant de la météo que les intempéries magnétiques du Soleil. S'il arrivait une éjection coronale, comme on dit, là, un burst qui arrive du Soleil, une éjection coronale, ça éliminerait tout ce qui est électromagnétique de la surface. Il n'y aurait plus aucun ordinateur qui fonctionnerait, plus aucun système d'électricité, aucun réseau électrique qui fonctionnerait. Tous les transformateurs sauteraient, tout en même temps, puis c'est final. Question quiz. La société, elle tient qu'à un fil électrique. Question quiz au sujet de intraterrestres, Agartha, Shambhala et compagnie. Alors je parlais de Héphaïstos, le grand, celui qui s'occupait des petits. Chez les Orientaux, on parle de Shambhala puis Agartha. Agartha, c'est des corridors d'Agartha. C'est des tunnels qui en rejoignent à peu près toute la planète très rapidement. Les tunnels sont entre, évidemment, la surface d'en dedans. Imaginez, il y a une plure d'orange. Bon, ben, à l'intérieur, enlever là, la pulpe, puis laisser juste la plure. Alors, la Terre est plus épaisse que ça, quand même, qu'une plure d'orange. Elle est quand même pas mal épaisse, même. Mais à l'intérieur de la Terre, les gens marchent les pieds sur la Terre, mais à l'envers de nous autres. Nous autres, on aurait les pieds par en bas, puis les autres ont les pieds par en haut, parce qu'ils sont retenus par la force d'attraction de la Terre. Ben oui. De la surface. J'aurais une question justement à propos de ces gens. Faut juste pour finir, l'Agartha, c'est des corridors, des tubes, des tunnels, des sas qui amènent d'un endroit à l'autre. Tu sais qu'au Pérou, ils ont trouvé beaucoup d'espèces de momies qui étaient attachées, recroquevillées sur elles-mêmes. Il y en a qui avaient des froids, les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte parce que il y a eu des tunnels qui ont été ouverts au moment où il y a eu des déflagrations surface, puis ils ont été atteints par ces déflagrations-là. Mais chez les Juifs, les Hébreux, il y avait un appareil qu'ils appellent le chamir, qui était comme un rayon laser qui tranche le dur, le solide, la pierre, là, qui tranche, qui fait fondre comme dans du beurre. Tu fais un cube, puis tu envoies ça pour faire les pyramides, ou tu envoies ça pour faire le temple de Jérusalem. Mais c'est de cette façon-là qu'ils se font des tunnels. Nous autres, on fait ça avec des diamants qui tournent, puis qui usent, puis qui prennent du temps. Eux autres, c'est plus rapide. C'est tchoup, tchoup, tchoup. C'est fait. Elle fait fondre la pierre comme du beurre. Je vais poser ma question par rapport aux gens à l'intérieur de la Terre, pas nécessairement extraterrestres, mais est-ce qu'il y a un lien à faire entre les Gitans et les gens qui viennent de Shambhala ou Agartha? Bon, en parlant des Gitans, tu sais qu'eux, ils ont une vénération particulière pour une vierge. Oui. Qui s'appelle? C'est pas la Vierge Noire? Eh oui! Hey, mon Steve, tu passes ton examen, toi. C'est ça, oui. La Vierge Noire qu'on appelle aussi la Vierge de sous-terre. Oui. Pas de farce, là. Ben, c'est ça, j'avais entendu une rumeur justement à ce que les Gitans étaient des gens dans une population qui faisait partie de l'intérieur de notre terre et ils auraient été chassés pour 1000 ans pour expier un certain problème. Oui.
Mais là, l'apparence de ces êtres-là qui sont à l'intérieur, c'est pas seulement que des petits gris, là. Il y en a qui ont une apparence humaine, je présume. Tu sais, comme dans Planète des singes qui se ramassent dans une grotte sous terre, où on dirait, mais ils ont toute la face blanche. Dans voyage, dans la machine à voyager dans le temps. Ouais. Ils se retrouvent avec les Morlocks, qui sont pas mal laids et dégueulasses. Ouais. Mais on s'aperçoit qu'à l'origine ou à la tête de ces Morlocks-là, il y a des êtres qui sont très bien, très beaux, très bien faits. À Shambhala, c'est l'oasis de paix et de lumière qu'on dit à l'intérieur de la Terre. Shambhala, ce qui veut dire la ville de la paix. C'est comme Yerushalayim. Shalom, ça veut dire la paix avec toi. Shalom Aleichem. Eh bien, Yerushalayim, c'est Jérusalem. C'est supposé être la ville de la paix. Ils n'ont pas de paix tellement là, mais quand ils auront la paix vraiment établie à Jérusalem, en surface, ça pourra dire que partout sur le reste de la Terre, il y aura de la paix. Ça va être la dernière place qu'il va y avoir une guerre. C'est là que va s'affronter l'Armageddon, la dernière guerre. Bon. Mais, et puis, pourquoi? On en reparlera une autre fois. Ça, c'est vraiment autre chose. Mais, on est sur quelque chose d'intéressant dans notre rencontre aujourd'hui. Carole, c'est important qu'on parle de ça parce que très peu de gens, moi quand j'ai embarqué sur mes émissions, j'ai tout de suite arrêté les gens leur disant, parlez pas toujours d'extraterrestres parce qu'ils sont pas si loin que ça. Ben c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'observations de petits gris qui ont été vus, mais pas de vaisseaux. Personnellement, là, juste dans mon coin, dans mon secteur où j'habite, j'ai 6 cas différents. Oui. 6 cas d'observation de petits gris ou de grands gris. Il n'y a pas de vaisseau, donc ils viennent de pas si loin que ça, là. Ils sont pas venus à pied. Et j'entends des fois des gens qui font un témoignage en disant, on a entendu comme un oui. Un gros et ils ont eu même des fois un mal dans le ventre. C'est comme si il s'était passé comme une comment est-ce que je pourrais dire une chute de pression atmosphérique d'un coup sec. Exactement. Parce que comme ce que nous, on a entendu, ben je dis nous, là, mon fils est tombé face à face avec un être sur ma galerie. Donc, il n'y a fait pas tellement d'années de ça. Mais juste avant, tu as eu un boom. On aurait dit un boom hypersonique. Là. Ben voilà. C'était intense. J'ai eu peur. Sur le coup, je suis rentrée. J'étais sur... Ce qu'on appelle des portes induites, là. Ben, regarde, je pense que j'ai une porte à côté de ma piscine parce que j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Et j'entendais marcher sur le gazon. Tu sais, pourtant, un animal, ça se traîne pas les pattes. Mais ça se traîne les pattes. Puis ça... T'entendais ça quand il se déplaçait. Mes lumières s'allumaient, mes lumières avec détecteur pour allumer. C'est ça, puis ça arrêtait pas d'allumer. Puis je me sentais pas bien. Mais c'est l'odeur était pas en tant que telle présente, mais le ressenti que j'avais, je l'ai pas vu, moi, ces petites bêtes-là. Je l'ai pas vu, mais je l'ai senti. Puis j'ai eu la chienne quand tu dis que faut que tu te dépêches à rentrer parce que... Moi, je dis aux gens, soyez... Comment dire? Bien avec vous-même. Cachez-vous pas de défauts, de ci ou de ça. Soyez bien avec vous-même. C'est précieux, c'est très important. Soyez bien avec les gens avec qui vous vivez. Ouais. Parce que on attire ce qu'on est, finalement. Ouais, mais faut-tu les craindre, ces petits êtres-là? Non, c'est ça. Tu sais, il peut y avoir des loups. Des loups, là, mon Dieu, en meute, là, ça peut être mochant puis mauvais. Ben oui. Mais s'ils te respectent, ils te toucheront jamais. OK. Parce que moi, j'avais peur de finir dans un sac à lunch, là. Me dire, j'ai eu peur. Ils vont te respecter parce que tu vas être respectable. Ouais. Mais si t'es pas respectable parce que tu fais du vacarme, tu veux leur faire peur, ben ils vont te montrer qui c'est qui est le plus fort entre les deux, tu sais. Ouais. Fais ta petite affaire. Attire pas leur attention, cherche pas à les confronter. Ni à leur parler. De là vient le soyons maîtres en soi-même ou en notre temple. Oui, exactement. Oui, mais on peut-tu oser les approcher pour avoir une petite discussion avec eux autres ou on touche pas à ça? Ben moi, j'ai entendu des affaires bien plates par des gens qui ont témoigné. Entre autres, j'ai rencontré aux États-Unis beaucoup d'amenés, d'abductés qui ont vécu des expériences qui disent traumatisantes. Hein? Bon. Mm-hmm. Ils disent ça traumatisant parce que ça a dérangé dans leur vie, c'était pas prévu, c'était pas prévisible. Puis surtout, il y avait personne pour leur expliquer ce qui leur est arrivé, puis qu'est-ce qui arrivait, puis les conséquences de ça, puis tout ça. Quand tu leur racontes que c'est ça, mais t'es pas tout seul, puis regarde, je vais te présenter une autre personne, puis une autre, puis à un moment donné, ils sont une trentaine à se rencontrer, puis ils te disent, écoute,
Ben, finalement, OK, quand on sait ce que c'est, ça vient d'enlever les 3/4 des problèmes. Et c'est pour ça que je fais des émissions sur le câble, puis sur Internet maintenant, depuis des années, depuis 45 ans. Pourquoi? Pour que, justement, on sache. Puis le monsieur que je reçois ce soir, qui nous répète, moi, j'ai pas eu les expériences, mais j'ai la connaissance. Puis avec la connaissance, t'es déjà à 90% régler ton problème d'angoisse existentielle, puis tu vives quelque chose. Vis ta vie. Vis ta vinaigrette, comme dirait l'autre, là. Oui. Tu vas te rendre compte que ta vie est pas si mal que ça. Moi, te dire une affaire, au Québec, on est loin d'être malheureux puis mal pris comme dans d'autres pays, là, actuellement, là. Vraiment, là. Alors, moi, j'espère que tu vas me réinviter, Carole, parce que là, on a abordé un sujet, Shambhala. Ça, je pense qu'on va avoir à en parler à un moment donné. Les approches de Shambhala, le double, le contact avec les êtres de Shambhala, les maîtres qui nous visitent la nuit, qui peuvent nous permettre d'entrer en contact avec eux, qui nous répondent à nos questions, qui nous donnent des intuitions, qui nous aident à éviter des problèmes, parce qu'ils s'occupent de ton double qui, lui, est à la tête de ton existence ici sur Terre, que tu ne connais peut-être pas, ou que tu entends la voix, on appelle la voix de sa conscience, et sa voix à ton double. Et ton double est en énergie beaucoup plus subtile que ton biologique. Oui, ça serait intéressant d'en parler parce que je pourrais même raconter des petits vécus que j'ai eus moi-même, si ça a un lien avec ce que tu viens de dire là. Il y a même un beau film. Qu'on a évité de tomber dans le gros mélodramatique des intraterrestres. C'est ceux qu'on les appelle des démons. C'est ceux qu'on les appelle des Asuras en Inde, en Orient. Les Asuras, c'est des démons, c'est des méchants, c'est des êtres malveillants, c'est des êtres qui jalousent un peu l'être humain, qui sentent que l'être humain, même s'il a survécu en surface malgré les cataclysmes des dizaines de siècles passés, millénaires passés, on parle de 40 000 ans, on parle de 20 000 ans, on s'aperçoit qu'il y a eu des civilisations qui ont vécu ici sur Terre avant, puis qu'il y en a qui ont compris qu'il était mieux de vivre en dedans que de vivre en dehors. Puis nous autres, on l'a pas trop compris, mais on vit en dehors, puis on s'arrange pas si mal, finalement. Mais effectivement, puis c'est plate à dire, mais c'est ici que s'achève notre émission, Richard. Mais j'aimerais ça te revoir avant, ou t'entendre, ou peu importe. Quand tu voudras. Là. Ben oui. T'es chez vous ici. J'aime ça. Je vais prendre... Toi aussi, vous autres aussi, Steve aussi, hein? Merci. On se contacte, on garde un contact ensemble, puis oui. Vas-y avec tes invités. Puis quand tu as un trou, quand tu as un contretemps qu'un invité qui était prévu ne peut pas se présenter à dernière minute, appelle-moi. Ça serait une Moses de bonne idée, ça. On va pouvoir parler de ce que tu viens de dire là, de toutes les mêmes... Shambhala, oui. C'est plus que ça, là. C'est d'arriver dans la connaissance sacrée. Je vais prendre quelques secondes pour les auditeurs. J'ai posté un lien, dans le fond, les liens d'émission, des choses qu'on a parlé, où ce que je mentionne justement l'Amiral Byrd. J'étais allé chercher des photos de la fameuse carte des nazis pour se rendre à l'intérieur de la Terre. Et je vais aussi rajouter d'autres liens avec l'émission qu'on a parlé aujourd'hui, donc Agartha, Shambhala. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu d'infos là-dessus. Donc, je vais mettre à jour le fameux lien d'émission du 16 mai 2020. Parfait. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été là. Alors, sur ce, je vais vous mettre une petite toune pour terminer l'émission. Restez en ligne pour l'émission de Manon Poulain à Vente fraîcheur qui s'en vient dans quelques instants. Alors, je vous remercie d'avoir été là. La semaine prochaine, on vous revient pour la suite d'autres témoignages. Bonne semaine. Bye!